Bienvenue à tous dans ce premier talk de la Morocco on Campus Alliance. On a le plaisir d'accueillir Rachid Achachi, qu'on ne présente plus. Pour beaucoup, c'est l'un des plus brillants intellectuels marocains de sa génération. Monsieur Achachi, vous êtes économiste, vous avez un doctorat en économie et vous êtes également chercheur en géopolitique, relations internationales et sociodémographie. Vous êtes connu pour votre franc-parler, mais vous vous distinguez particulièrement par votre esprit de nuance. Et je ne crois pas vous faire offense en citant Nietzsche. Malheur à vous, vous êtes nuance. Trublion des ondes radio, vous avez parfois suscité la polémique, mais au fond, qu'est-ce qu'un polémiste qui ne crée pas la polémique? Aujourd'hui, vous avez créé votre chaîne YouTube, ODCTV, vous dirigez un cabinet de consulting, vous animez des émissions pour Finance Hebdo. Vous écrivez régulièrement des chroniques pour le 360. Bref, un emploi du temps bien rempli. Mais vous avez quand même trouvé le temps de nous accorder ce talk, donc je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Bon, avant toute chose, est-ce que vous avez quelque chose à corriger, une réaction à cette présentation que je viens de faire? Non, non, Ça pas du va? tout, tout est correct. Ça va, c'est correct? Alors, c'est parti. Patriotisme et postmodernité. Nous avons choisi ce sujet car beaucoup d'étudiants marocains à l'étranger se posent des questions sur leur rapport à leur patrie. Au sein de notre organisation, la Moroccan Campus Alliance, en plus de fédérer les différents clubs d'étudiants marocains à travers le monde, nous avons pour objectif de donner à chacun et chacune les clés de lecture pour naviguer entre les différents paradigmes. J'aimerais, avant de vous laisser la parole pour ce talk, introduire le concept de société liquide ou de modernité liquide, concept de Zygmunt Bauman. Grand sociologue et philosophe, il utilise le concept de société liquide pour décrire la société dans laquelle nous vivons, une société caractérisée par le changement constant, l'incertitude ainsi que l'érosion des liens sociaux traditionnels. Bauman analyse cette érosion des grandes structures qui apportaient une forme de sécurité, comme la famille, la patrie, et selon lui, cela a eu pour conséquence de laisser place à une liberté dérégulée où les individus doivent se reconstruire eux-mêmes. Par exemple, Bauman explique que dans les sociétés liquides, les gens sont plus enclins à s'identifier à des communautés globales ou transnationales. De New York à Tokyo, on parle aujourd'hui d'être citoyen du monde, mais citoyen du monde, c'est être citoyen d'un peu partout. Et est-ce que ce n'est pas être citoyen au fond de nulle part? Le patriotisme peut-il donc être une réponse à cette société liquide où rien n'est solide, où tout se jette, objet, travail, amis, amour? On laissera, comme on a dit, un petit moment un long moment peut-être pour les questions à la fin. Mais maintenant, la parole est à vous, monsieur Chachi. Bonjour tout le monde, et tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour cette initiative, car ça fait toujours plaisir de voir des jeunes s'intéresser à des thématiques aussi pointues, d'autant plus qu'au Maroc, au niveau de l'espace public et médiatique, personne n'évoque ce type de sujet. Modernité, postmodernité, ça a été à la mode, intellectuellement parlant, au Maroc durant les années 70, 80, jusqu'aux années 90, puis par la suite, dans un schéma peut-être de défaitisme, tout le monde a accepté la modernité occidentale comme étant l'horizon indépassable pour tous les peuples, dont le peuple marocain. Alors aujourd'hui, on va essayer de définir un peu les concepts. C'est toujours ma méthode. Il faut d'abord clarifier les mots qu'on utilise, puis par la suite, d'introduire les concepts dans une logique historique, dynamique, et de voir comment ça agit en nous et à travers nous et au niveau des différents peuples. Alors premièrement, quand on parle de modernité, on peut utiliser le mot paradigme au sens de rapport au monde, mais on peut en parler comme étant une dynamique historique, mentale, culturelle et civilisationnelle qui est fondée sur une logique de rupture permanente. Parce que la plupart des sociétés traditionnelles ont une lecture chronologique et historique de décadence, c'est-à-dire qu'il y a eu un âge d'or que l'on situe dans une temporalité mythique. Ça peut être le paradis, la chute du paradis, comme ça peut être différents autres mythes. Et puis plus on s'éloigne de cet âge d'or, plus les sociétés dégénèrent et le niveau de spiritualité diminue.
Et là, on a différentes lectures. Dans l'hindouisme, on a les différents âges, dans le Kali Yuga, c'est-à-dire l'âge de fer, celui de la décadence absolue, et qui va donner lieu à sa fin à un nouvel âge d'or qui par la suite va dégénérer, etc. Chez les Grecs, chez Hésiode, on trouve également l'âge d'or, l'âge d'argent, de bronze, puis de fer. Et donc, c'est une logique régressive de l'histoire. D'ailleurs, même en islam, l'époque du prophète et des compagnons est l'époque parfaite, idyllique, et plus on s'en éloigne, plus on s'approche vers la fin des temps, etc. On la retrouve dans le christianisme, dans quasiment toutes les traditions. Alors, la modernité est une dynamique culturelle qui va inverser la lecture, en disant qu'à l'origine, nous étions des primitifs, des sauvages, des barbares, et que plus on avance vers le futur, plus on progresse. Donc, au cœur de la dynamique moderne, il y a l'idée du progrès, de la marche en avant. Le paradis n'est plus derrière nous, mais il est situé devant nous. Et pas en tant que déterminisme, mais en tant que quelque chose qu'il nous revient de construire. En tant qu'homme déifié, l'homme démiurge, l'homme capable de créer son propre destin, son propre avenir. Et le grand projet de la modernité, qui est occidental dans sa genèse, dans sa naissance première, est de faire émerger le sujet individuel dans un premier temps. C'est-à-dire d'émanciper la personne de tous les liens et de toutes les appartenances collectives. Donc la tribu, la religion, puis par la suite la famille, etc. Même le genre, aujourd'hui, le genre est une identité collective. Quand on est femme, on n'est pas femme toute seule. On est femme avec d'autres femmes. Quand on est homme avec d'autres hommes, d'autres hommes. Et donc toutes les identités collectives sont perçues par la modernité comme étant une prison qui empêche l'émergence de l'individu, du sujet individuel. Et ce qui caractérise le sujet individuel, c'est deux critères. Le premier, c'est la volonté. Un sujet est doté et doué de volonté, d'un vouloir, il veut. Et le deuxième critère, c'est la raison. Donc, il ne veut pas dans un délire mythique ou religieux, mais il veut en étant animé par la raison avec un grand R, c'est-à-dire par la rationalité, par un rapport intelligible au monde, par un rapport libéré de l'obscurantisme des religions. Là, je reprends la rhétorique de la modernité, c'est pas ce que je crois. Libéré de l'obscurantisme, de la religion, des mythes, des croyances, etc. Et que enfin triomphera la raison qui va ordonner le monde. Donc là, c'est globalement le grand projet de la modernité. Donc un sujet doué de volonté et de raison. Mais la modernité au niveau politique, à partir du XXe siècle, du début du XXe siècle, va prendre trois déclinaisons. Trois théories politiques vont émerger de la modernité. Bon, la première, c'est le libéralisme. C'est le premier bien avant le XXe siècle. Donc, qui prône un sujet individuel. La deuxième, c'est le communisme, qui prône également un sujet doué de volonté et de raison, mais ce n'est pas un sujet individuel, c'est un sujet collectif, c'est la classe. Donc, il y a une classe bourgeoise capitaliste qui sait ce qu'elle veut et qui est dotée d'une rationalité, c'est-à-dire qu'elle a conscience d'elle-même et qu'elle a un rapport froid et rationnel au monde. Et de l'autre côté, on a un prolétariat, c'est-à-dire des ouvriers, des travailleurs pour l'époque, qui n'ont pas conscience d'eux-mêmes en tant que sujet collectif qu'on appelle la classe ouvrière, mais que l'on doit aider à prendre conscience d'eux-mêmes et de devenir un sujet de l'histoire. Et donc, on a cette dialectique capitaliste prolétaire. Et la troisième théorie politique, c'est le fascisme. Italien dans un premier temps, qui va connaître globalement deux phases. Une première phase où la dimension totalitaire, le parti unique et l'État est l'unique sujet. Donc l'individu n'existe pas, même les classes n'existent pas. Donc il faut atrophier la lutte des classes. Seul l'État est le sujet de l'histoire. Et l'État est ce qui incarne la démocratie qualitative, comme disent les fascistes, contrairement au libéralisme qui incarne la démocratie quantitative. Donc, au fait, qualitative au sens que l'État est l'expression de la volonté du peuple. Donc, les deux dernières théories vont s'effondrer et le libéralisme va triompher en tant que porteur du projet de cet individu émancipé. Mais les déclinaisons de ce projet moderne ne sont pas que politiques. Elles sont également économiques, avec le libre marché constitué de sujets atomisés que sont les entreprises et les individus, doués de volonté. Un sujet veut optimiser son bien-être, donc il veut acheter des biens, et il est doté d'une raison et d'une logique, d'où l'homo economicus. Donc l'agent économique est un agent rationnel, doué de volonté, et moins il y a d'État en économie, plus l'individu est lui-même, plus il est individu. Il y a une autre déclinaison, c'est la déclinaison juridique. Ça va prendre la forme, d'ailleurs, qui est couplée à la dimension politique,
notamment à travers les révolutions européennes, anglaises, puis françaises. Alors, tout le monde commence par la française, alors que la révolution anglaise a eu à peu près lieu à peu près un siècle avant, avec Cromwell. Et d'ailleurs, il y a une vraie tradition libérale britannique qui remonte même au Moyen-Âge, avec la Magna Carta, etc. Donc, ces révolutions-là vont donner lieu à un schéma de démocratie représentative par la suite, mais au niveau juridique, ça va donner lieu à une doctrine, une quasi-religion qu'on appelle les droits de l'homme. Les droits de l'homme et du citoyen. Et comme je le mentionne à chaque fois, ils auraient dû l'appeler, si vous voulez être honnête, les droits de l'homme puis du citoyen. Parce que la nuance, c'est les deux tailles. Pourquoi mettre les deux? Si l'homme suffit, pourquoi ajouter citoyen? Et si le citoyen suffit, pourquoi ajouter l'homme? Alors, la nuance, vous parliez de nuance tout à l'heure en citant Nietzsche, elle est de taille. Parce que l'ordre des mots établit une hiérarchie. On a cité l'homme avant de citer le citoyen. C'est-à-dire que vous soyez marocain, français, allemand, japonais ou américain, ce qui prime, c'est que vous êtes humain. Tandis que votre identité juridique et nationale vient en second. Ce qui, par la suite, au niveau des relations internationales, va être récupéré pour invoquer le droit d'ingérence. Parce que dans la charte de l'ONU, la souveraineté des États est inviolable, tous les États sont dotés d'une souveraineté qui est égale. Alors, pour contourner cette souveraineté, on dit que tel pays martyrise sa population, normalement il est souverain et fait ce qu'il veut, oui, on est d'accord, vous êtes souverain, mais vos citoyens, avant d'être des citoyens, ce sont des humains. Et donc, c'est au nom de leur humanité que l'on intervient pour les sauver, les bombarder, etc. Et on connaît tout le bilan des guerres humanitaires, soi-disant humanitaires. Donc là, on a une déclinaison au niveau des relations internationales. Donc on voit qu'on est réellement en face d'un paradigme, pas uniquement d'une simple doctrine limitée au droit ou limitée à la politique ou à l'économie, mais c'est une vision, j'ai envie de dire, totalitaire et totalisante, c'est-à-dire qui n'accepte aucun sanctuaire. C'est-à-dire il n'y a pas une poche du réel qui puisse échapper à cette idée d'émergence d'un individu, d'émergence de la raison et de libération de la volonté des sujets individuels. Et cela passe par des schémas de rupture permanents. Alors le problème de rupture permanente de la modernité en tant que vision du monde, c'est que dans la première phase de la modernité, alors disons à partir de la Renaissance, même si c'est pas tout à fait vrai, mais admettons pour faire court, on a commencé par restaurer un passé romain et grec comme instrument pour liquider le paradigme contemporain qui était celui dominé par l'Église catholique, par les princes, par etc. Et donc, on a vu avec la famille des Médicis à Florence la promotion d'un certain art qui vise à restaurer les canons esthétiques grecs et romains, qui met en avant de l'œuvre davantage l'humain et beaucoup moins Dieu. Et même quand Dieu est représenté dans les peintures chez Botticelli ou chez n'importe quel peintre ou sculpteur de la Renaissance, il a une forme antique, c'est-à-dire une forme humaine avec une barbe à l'image des dieux grecs. Et donc, au fait, par l'art, la modernité dans ses premières phases a commencé un travail subversif de remplacement de l'imaginaire catholique chrétien par un imaginaire grec dénué d'un dieu monothéiste, unique, etc., et d'une église. Mais par la suite, le travail va être fait au niveau philosophique, au niveau juridique, puis politique, avec les révolutions. Donc là, c'est dans la première phase, la modernité liquide sa contemporanéité. Elle liquide ce qui lui est contemporain et qu'il n'a pas créé, c'est-à-dire l'Église, Dieu, etc., les appartenances féodales, etc. Plus la modernité a liquidé son antériorité, c'est-à-dire l'héritage du passé, et plus elle ne trouvait pas grand-chose à liquider, puisqu'elle a liquidé tout le passé, tout ce qui n'était pas elle. Et donc la deuxième phase, ça va être une phase où la modernité va liquider ses propres enfants, ce qu'elle a elle-même engendré. Et c'est ce qu'on appelle communément la postmodernité. Pour moi, la postmodernité n'existe pas. D'accord? C'est un jeu de mots, tout simplement parce que des fois, on n'arrive pas à nommer quelque chose qui est contemporain. C'est avec le recul historique qu'on peut le faire. Pour moi, ce qu'on appelle la postmodernité, la société liquide, etc., c'est juste la phase autophagique ou cannibale de la modernité. Un peu comme à l'image du dieu Saturne qui dévore ses propres enfants. Je vous donne un exemple très simple. Les frontières politiques immuables que l'on a aujourd'hui. C'est des frontières qui sont l'héritage de la modernité. Avant la modernité, les frontières n'étaient pas immuables. Elles changeaient en permanence en fonction des allégeances, du système féodal, des mariages entre princesses et princes, empereurs,
et impératrice, et une région pouvait aujourd'hui appartenir au royaume de France, dormir et se réveiller demain matin en appartenant au Saint-Empire romain germanique, uniquement parce qu'il y a eu une alliance de mariage ou un changement d'allégeance du seigneur. Donc on avait des frontières organiques, des frontières vivantes, fondées sur les liens humains. Avec le traité de Westphalie, donc là on est au XVIIe siècle, on a vu l'émergence de la souveraineté de l'État, c'est-à-dire il n'y a plus de souveraineté de l'Église, le religieux commence à être évacué comme fondement de la légitimité du prince, et les frontières qui étaient fondées sur des liens humains va désormais être fondées exclusivement sur une dimension juridique froide et dénuée d'humanité et à prétention immuable. Donc c'est l'enfant de la modernité, les frontières politiques actuelles. Mais on voit qu'aujourd'hui, cette même modernité est en train de discréditer ces frontières à travers ce qu'on appelle le sans-frontiérisme, avec la promotion du libre-échange, avec la promotion de la libre circulation des individus, avec la promotion de l'abolition des visas, du nomadisme, comme on trouve chez Jacques Attali, dans son livre sur le nomade contemporain, le nomade moderne qui habite les aéroports, les hôtels 5 étoiles, etc. Donc, c'est toujours le même paradigme. C'est pas un autre paradigme qui est venu remplacer la modernité. C'est juste qu'il n'y a plus rien de non moderne à liquider. On atteint une phase où tout a été liquidé, tout ce qui n'était pas moderne a été liquidé. Et donc, elle commence à se dévorer elle-même. Je donne un autre exemple, la dimension scientifique. La science comme la science comme étant le paradigme qui dit le vrai. Ça, c'est le propre de la modernité. Dans la tradition, oui, il y avait une science, mais elle s'inscrivait dans une vision religieuse, métaphysique du monde, qui prend d'autres dimensions en compte. La modernité a propulsé la démarche empirique, scientifique, comme étant la nouvelle religion qui dit le vrai. Ça a dominé pendant quelques siècles. Mais on a vu, avec cette phase autophagique, que la modernité a remis en cause ce fondement qu'elle a elle-même postulé, à travers notamment l'épistémologie de Karl Popper, où au fait, une théorie scientifique n'est pas vraie, elle est juste corroborée par les faits, et que pour qu'elle soit scientifique, il faut qu'elle soit falsifiable, et donc fausse dans l'absolu. Et donc, au fait, la science ne dit pas le vrai, elle propose juste des représentations du monde, des manières de voir et d'appréhender le monde, mais c'est une représentation qui est tout simplement plus efficace matériellement que les religions, parce que même les religions proposent des représentations du monde. Et contrairement aux religions, la représentation de la science permet d'agir sur la matière, le réel, et de comprendre un certain nombre d'éléments. L'État centralisé, unitaire, avec des institutions, avec une séparation des pouvoirs, avec une constitution, c'est le produit de la modernité. C'est ce qui est venu remplacer le féodalisme et les liens traditionnels. Eh bien, cet État engendré par la modernité est en train d'être dévoré par la modernité. Aujourd'hui, on dit que l'État est un problème, que l'État est un mauvais gestionnaire, qu'il doit privatiser toutes les entreprises publiques, il faut remplacer le gouvernement par la bonne gouvernance, qui est importée du monde de l'entreprise et du management, et qui vise à remplacer la politique par le management politique. Donc, on est dans un schéma, on cherche petit à petit à liquider l'État. Et on parle même de la nécessité de mettre en place un État mondial, à travers des problématiques sponsorisées comme l'écologie. L'écologie ne connaît pas les frontières, et donc on ne peut pas la résoudre à une échelle nationale, il faut la résoudre à une échelle mondiale. Le terrorisme, pareil. Donc à chaque fois, on propulse un certain nombre de thématiques dont le leitmotiv et la finalité est de discréditer l'État en tant que sujet historique. L'État n'a plus aucune légitimité pour être un sujet historique. Pourtant, la modernité nous disait il y a un siècle et demi que l'État, c'est génial, ce qui permettait de garantir les droits, ce qui permettait de réguler l'économie, etc. Donc, on voit bien que l'on est dans un schéma d'autophagie, c'est-à-dire que la modernité se dévore elle-même. Deuxième élément fondamental, parce que vous parliez au début dans l'introduction, de manière implicite, du Maroc également. En disant le nous, vous incluez le Maroc. Alors là, il y a une nuance fondamentale à apporter. C'est que de mon point de vue, la modernité ne peut être qu'occidentale. Pourquoi ? Parce qu'elle est le produit d'un imaginaire, j'oserais dire plurimillénaire, c'est-à-dire qu'elle puise ses fondements dans un ensemble de mythes, notamment le mythe prométhéen, qui est propre à la tradition occidentale, notamment grecque, mais par la suite par l'Empire romain, qui s'est diffusé dans une bonne partie de l'Europe actuelle. Pourquoi je dis le mythe prométhéen ? Parce que c'est un mythe, vous savez, dans l'anthropologie des mythes, on a un concept qui s'appelle le mythème. Alors le mythème, c'est un thème que l'on retrouve dans différents mythes, quasiment à l'identique, avec juste un changement de contexte, de coloriage, de personnage. Mais la structure narrative, elle est la même. Et je donne un exemple avant de parler de ce que je veux aborder. Prenons le fruit interdit.
dans les traditions monothéistes. Ou par la suite, au Moyen-Âge, on parlera de pommes, même si c'est pas du tout le cas dans les Écritures. C'est l'arbre et le fruit interdit. Alors, on a Adam et Ève, ils habitent au paradis, tout est génial, tout est super, et puis un arbre, Dieu dit, il faut pas l'approcher. Et un fruit, il faut pas le toucher. Bon, Adam, voilà. Soit il y va lui-même, soit c'est Ève qui lui a chuchoté, ils sont allés, ils ont croqué le fruit, et puis la punition était d'être chassés du paradis et de tomber dans la condition humaine que l'on connaît, celle du dur labeur, du travail, de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Et ce qui a amené Adam et Ève à approcher l'arbre de la connaissance, c'est le diable Satan qui a pris la forme d'un serpent, etc. Donc on a tout le récit mythique. Alors on a la même structure narrative dans la tradition grecque, où effectivement Prométhée, qui est un peu le parallèle de Satan dans la tradition monothéiste, mais un bon Satan, un gentil Satan, c'est-à-dire qui aime tellement, parce que c'est un titan Prométhée, c'est un dieu de la première génération, c'est pas un humain, mais il aimait tellement l'humanité qu'il déplorait qu'elle vive dans l'ignorance. Et donc, pour l'aider, il a décidé d'aller voler le feu sacré de l'Olympe, qui est le feu de la connaissance, pour aller l'offrir aux humains. Eh bien, Zeus, rouge de colère ou vert de colère, a décidé de punir l'humanité et Prométhée. Et Prométhée va être attaché et enchaîné au sommet d'une montagne, et puis chaque jour, chaque soir, je ne me souviens plus, un aigle va venir dévorer son foie, le foie va repousser le lendemain pour l'éternité, l'aigle va venir dévorer en permanence. Quant aux humains, il n'y avait que des hommes sur Terre, il n'y avait pas de femmes. Et pour punir les hommes, Zeus créa la femme. Et la première femme va s'appeler Pandora, c'est celle qui a tous les attributs, qui a toutes les beautés. Et il va l'offrir en cadeau à un humain sur Terre. Et en guise de cadeau de mariage, il va offrir une jarre, on appelle la boîte de Pandore, mais c'est pas une boîte, c'est une jarre en argile décorée, magnifique, mais fermée. Alors il l'offre au bonhomme avec la femme en mariage, Pandora. Et il dit à l'homme, tu peux garder ce cadeau en guise de décoration chez toi, mais à condition de ne jamais l'ouvrir. Bon, lui, il n'a pas envie de l'ouvrir, il s'en fiche, il met en déco, et puis il sort se balader, mais Pandora est une femme, et elle a été dotée de l'attribut de la curiosité. Et donc, ça l'a démangé, elle voulait savoir pourquoi c'est interdit, pourquoi c'est fermé, qu'est-ce que ça peut bien cacher, si c'est interdit, est-ce que forcément c'est génial ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, elle a profité de l'absence du mari, elle est allée, elle a ouvert la jarre, et là, tous les malheurs que l'humanité ne connaissait pas sont sortis de là. La maladie, la fatigue, la vieillesse, etc. Et donc, on a le parallèle avec la chute du paradis et la projection dans la condition humaine. Mais pourquoi je dis que c'est une traduction occidentale? C'est que dans la tradition monothéiste, la figure de Satan est maléfique. Elle a piégé l'être humain. Et à aucun moment, il ne voulait le bien de l'humain. Il voulait au contraire le chasser du paradis. Par contre, dans la tradition grecque, Prométhée est bon. Il aime l'humanité. Il avait réellement pitié de la condition humaine. Et il a volé le feu sacré des dieux en se mettant lui-même en danger uniquement pour aider l'humain. Et donc, la modernité, c'est ça. C'est-à-dire que le dépassement de l'ignorance passe par la transgression, par le fait toujours de choquer, de remettre en cause, d'établir des ruptures, de déconstruire et de défier les dieux et de défier la mort. Là, j'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais dans l'œuvre de Gilbert Durand, dans l'anthropologie de l'imaginaire, il distingue deux types d'imaginaire. Alors, l'imaginaire, c'est quoi? Pour le dire simplement, c'est une machine qui est en nous, qui produit en permanence des mythes. C'est des structures mythiques. C'est ce qui fait que l'on produit des mythes. Pourquoi le chien ne produit pas de mythes, la fourmi ne produit pas de mythes? Ils n'ont pas d'imaginaire. Nous, on a un imaginaire, une capacité à produire des images et des mythes. Et pour Gilbert Durand, tous les mythes, dans toutes les traditions, ont une seule mission, c'est de répondre à la question de la mort. Parce que la mort est un scandale. Ontologique, métaphysique, religieux, spirituel, c'est inacceptable si on ne le domestique pas par le mythe et par le symbole. Et parmi les différents mythes, parmi les différents régimes de l'imaginaire, il y a l'imaginaire diurne. L'imaginaire diurne ne cherche pas à se réconcilier avec la mort, à épouser la mort ou l'apprivoiser, mais il cherche à tuer la mort. C'est tous les mythes où la mort est symboliquement tuée. Et dans les mythes, la mort est symbolisée soit par une chimère, par un animal composé de parties de différents animaux, comme le centaure, le minotaure, le dragon. Le dragon est une chimère, il est composé d'un reptile, d'oiseau, etc. Ça symbolise toujours la mort. Et dans tous les mythes et toutes les images où vous voyez un chevalier ou un héros qui tue le dragon, en fait, il tue la mort. Alors, dans la tradition chrétienne, il tue Satan, mais du point de vue de notre imaginaire, il tue la mort. Donc, la modernité regarde la mort en face et la défie.
D'où le fait qu'aujourd'hui, dans cette phase tardive de la modernité, on a le transhumanisme, on a cette volonté d'accéder à l'éternité matérielle du corps par les recherches en termes génétiques pour inverser le mécanisme de la vieillesse, par la cryogénie. Donc c'est non seulement le refus de la mort, mais la volonté de tuer définitivement la mort. C'est le projet de la modernité, en tout cas de l'élite qui dirige la modernité tardive. Donc on voit comment petit à petit on aboutit à une forme de délire total à tous les niveaux, tout simplement parce que la modernité ne peut pas s'arrêter. Et j'ai parlé tout à l'heure du genre, pareil, donc après avoir liquidé la famille, le mariage, alors je rappelle que la modernité a commencé à critiquer le mariage comme étant une union et une alliance archaïque qui enfermait la femme dans des liens matrimoniaux, etc., et qu'il fallait émanciper la femme du mariage, et que le féminisme, à un certain moment, un certain féminisme prônait le fait de ne plus se marier, etc., pour avoir une liberté sexuelle totale. On l'a vu avec mai 68, le mouvement hippie. Et puis, par la suite, cette même modernité nous dit, au fait, le mariage, c'est bien, mais pour les homosexuels. Pour les hétéros, c'est pas bien, mais pour les homos, ils doivent avoir le droit au mariage. Alors, pourtant, ils nous disaient que c'était archaïque. Mais parce que le mariage pour les homosexuels permet d'accéder à une normativité de l'homosexualité qui permet indirectement de diluer la normativité de l'hétérosexualité. L'homosexualité a toujours existé. C'est pas un problème. Enfin, c'est un problème dans quelques sociétés, mais globalement, il a toujours existé. On a toujours composé avec de différentes manières. Et quelque part, j'oserais dire, le charme de l'homosexualité était dans la dimension subversive. C'est qu'elle était différente de la norme et donc elle avait une forme de magie, de fascination, etc., même pour certains de dégoût, etc. Mais comment peut-on détruire une norme sinon en érigeant n'importe quoi en norme? Plus vous multipliez les normes, moins vous avez de normes. Donc la norme implique une violation de la norme, implique une périphérie et un centre. Or, quand tout est érigé en norme, ça veut dire qu'il n'y a plus de normes. Et donc c'est une manière accélérée de déconstruire le mariage. Alors une fois on l'a fait, avec un certain féminisme, il y a un féminisme qui pour moi est légitime et défendable, mais il y a un autre qui a été intégralement instrumentalisé par la logique marchande. Il suffit de lire les travaux de Edward Bernays, qui est le neveu de Freud et qui est l'inventeur de la propagande corporate, ce qu'on appelle le marketing aujourd'hui, la propagande publique d'État. Et ben Bernays a instrumentalisé le désir de certaines femmes de mener le combat pour une égalité des droits pour obtenir au profit d'un certain nombre de multinationales et d'entreprises de nouveaux marchés. Notamment, il avait payé des femmes qui participaient à une forme de fête nationale américaine en leur disant qu'au moment où les photographes vont pointer leur objectif sur vous, sortez une cigarette, allumez-la et dites que là, c'est le flambeau de la liberté qu'on vient d'allumer. Mais au fait, c'est juste pour introduire les femmes dans le marché de la cigarette. Donc, on voit bien que la logique marchande récupère intégralement toutes les logiques subversives. Donc, un certain féminisme et le LGBTisme que je distingue de l'homosexualité, pour moi, l'homosexualité est une pratique sexuelle. Mais ce n'est pas une identité. Moi, je suis hétéro. Quand je me présente à un entretien, quand je veux me définir, je ne dis pas je suis hétérosexuel. Je me définis par d'autres critères, par mon diplôme, par mon parcours, par mon appartenance familiale, etc. Et l'homosexuel, pareil. Il y a plein d'homosexuels qui, pour eux, c'est une pratique, ils ne ressentent pas le besoin de le mettre en avant systématiquement comme une pancarte. Par contre, le LGBTisme, qui est une avant-garde de la modernité tardive, veut supplanter et remplacer toutes les autres appartenances en érigeant l'appartenance sexuelle ou la pratique sexuelle en projet politique et en vision du monde. C'est la différence fondamentale. Et donc, une fois la famille et le mariage déconstruits, eh ben, le féminisme qui a été engendré par la modernité va lui-même être liquidé et déconstruit par la modernité, notamment à travers les luttes que l'on voit aujourd'hui entre les militants LGBT et les féministes. C'est-à-dire, on est dans la rupture, mais dans la rupture dans la rupture. C'est-à-dire, les militants LGBTistes radicaux disent aux féministes, vous êtes totalitaires parce que vous considérez que toutes les femmes sont des femmes. Or, peut-être que celle que vous défendez au nom du féminisme, cette femme que vous appelez femme, peut-être qu'elle se définit en tant qu'homme. Parce qu'elle est libre de se définir. Le genre, l'appartenance de genre et l'identité de genre, c'est pas tout à fait la même chose. Elle a une apparence de femme, mais peut-être qu'elle se définit comme un homme. Peut-être qu'elle est non-binaire, ni homme ni femme. Peut-être qu'aujourd'hui elle est femme, demain elle va décider d'entamer sa mue et de devenir homme. Et donc, pourquoi vous enfermez toutes les personnes avec une apparence de femme dans une identité de femme? Donc, on voit comment
comment la liquidité se met en place en permanence, etc. Et puis demain, les non-binaires vont dire aux LGBTistes, à leurs collègues LGBTistes, vous nous enfermez également dans des catégories que sont les lettres. En fait, on veut plus lettres, on veut plus LGBT. Parce que c'est déjà totalitaire, ça nous enferme, ça nous limite, alors qu'on est... Tout le fait qu'ils ont ajouté le plus. Donc c'est LGBTQ+, après c'est plus. C'est à l'infini, ça ne s'arrête pas. Mais du point de vue de l'élite dominante, en quoi cela est pratique? Parce que ça permet d'atrophier des appartenances de classe. Parce que quand je suis homo pauvre et que j'adhère au LGBTisme, je deviens de fait solidaire avec le LGBT riche, qui peut-être m'exploite dans mon usine. Mais en mettant en avant l'appartenance sexuelle, je vais devoir être solidaire avec lui, même si sur le plan socio-économique, il m'exploite et m'écrase. Pareil, le féminisme. C'est-à-dire une femme féministe pauvre, si jamais elle venait à s'attaquer à une femme féministe riche, on dira qu'elle est une traîtresse à la cause, qu'elle a trahi la cause du féminisme et qu'elle fait le même job que le patriarcat, etc., en dévalorisant une femme qui a réussi, une success story, voilà, etc. Donc, le but étant d'horizontaliser les luttes. Parce que du point de vue du paradigme marxien, les luttes sont verticales. C'est des luttes de classe, avec une hiérarchie, un rapport de force, une dialectique historique. Le but du capitalisme va être tout naturellement d'atrophier les luttes de classe verticales en cherchant à les horizontaliser. Donc, ce n'est plus l'exploité contre l'exploitant, mais ça va être l'hétéro contre l'homo. Ça va être la femme contre l'homme. Ça va être le jeune contre la personne âgée ou les vieux. Et donc, ça permet de fragmenter la société horizontalement afin que les gens ne puissent pas prendre conscience de la violence verticale qui vient de haut en bas. Donc, ça permet de domestiquer les individus par différents procédés, dont d'ailleurs le procédé linguistique. Orwell disait que les limites de ma pensée sont tracées par les limites de mon langage. Que moins vous avez de vocabulaire, moins vous êtes outillé pour penser de manière complexe. Et bien, on voit bien avec les nouvelles technologies digitales, etc., qu'il y a eu un appauvrissement monstrueux du langage, à tel point qu'aujourd'hui, on a renoué avec l'oralité, c'est-à-dire qu'on a fait une marche arrière de 5000 ou de 6000 ans, c'est-à-dire avant l'invention de l'écriture. Preuve en est que pour communiquer, aujourd'hui, ce qui est prédominant, c'est les émoticônes. On n'écrit même plus de mots, on écrit des émoticônes. C'est quoi un émoticône? Un émoticône, c'est ce qu'on appelle un pictogramme. Alors, l'homme des cavernes, pour simplifier, l'homme du néolithique, avant l'agriculture, l'écriture et l'État, quand il voulait parler d'un taureau, il dessinait un taureau. Quand il voulait parler d'un bison, il dessinait un bison, parce qu'il n'avait pas de lettres, il n'avait pas d'alphabet. Donc, c'était la forme primitive de communication pour laisser une trace d'une idée. Après, on a inventé l'écriture, on a stylisé les lettres et on est entré dans le signe abstrait. La lettre B ne veut rien dire en elle-même. La lettre C n'a pas de sens. Mais c'est en combinant de manière abstraite ces différentes lettres qu'on fait émerger le sens. Et ben aujourd'hui, on est en train de renouer avec le schéma de l'homme du néolithique. C'est-à-dire on communique avec des pictogrammes. Mais qu'est-ce que cela cache? C'est que quand je ressens une émotion positive, j'envoie un smiley. Mais dans le langage, quand on a un vocabulaire, on a une multitude de nuances pour décrire les différentes manières d'être bien. D'accord? Je suis à l'aise, je ressens une quiétude, de la béatitude, de la joie, de l'allégresse. Chaque mot désigne une nuance de mon état d'esprit, de l'état dans lequel je me trouve actuellement. Donc, toutes ces nuances vont être atrophiées par un émoticône, par un smiley. Donc là, ça permet également d'abrutir globalement les gens et permettre à l'élite de pérenniser son pouvoir. Maintenant, je reviens au Maroc et aux pays comme le Maroc. Tout ça, c'est pour dire que la modernité est proprement occidentale. Mais vous me direz que même le monde non occidental est devenu moderne. Regardez comment ils s'habillent, comment ils mangent, comment ils consomment. Leurs États sont des États modernes avec une constitution et une banque centrale. Là, je distingue fondamentalement la modernité de la modernisation. Ce n'est pas la même chose. La modernité, c'est le propre du moderne. Le moderne, c'est celui qui porte la rupture, qui est à l'avant-garde de la rupture, de la dernière rupture. Si je devais trouver un autre nom pour parler de la modernité, et si ce nom n'était pas déjà utilisé pour désigner autre chose, je l'aurais personnellement qualifié de récentisme. C'est l'adoration de ce qui est récent. Ce qui est nouveau est fondamentalement meilleur que ce qui l'a précédé, même il y a quelques minutes. D'accord? C'est le culte de la nouveauté et de tout ce qui est récent. D'ailleurs, modernité vient de modus, qui donne mode.
La mode est mode parce qu'elle est toujours dans la rupture, dans le renouvellement, dans le neuf. Et il faut toujours suivre la mode. Donc la modernité est portée par les modernes, ceux qui portent la dernière rupture. Nous, on suit, on court derrière. Les Marocains, le monde musulman globalement, l'Amérique latine, le monde slave, la Russie, etc., l'Asie, nous ne sommes pas à l'avant-garde de la modernité. Nous courons derrière les modernes en rattrapant un retard. Et le fait de rattraper ce retard, c'est la modernisation. Et il y a deux types de modernisation. Il y a une modernisation active et une modernisation passive. La modernisation active, je donne toujours l'exemple du Japon et de la Russie impériale à l'époque de Pierre le Grand. Il s'agit de deux pays traditionnels, féodales pour le dire rapidement, qui ont compris que le monde occidental se rapprochait d'eux, que le monde occidental gagnait en termes de niveau technologique et militaire, et que tôt ou tard, l'Occident allait les conquérir, si on restait toujours traditionnel. Et donc, que faire? Et comment préserver ce côté traditionnel que l'on aime tant, qu'il soit shintoïste dans le cas du Japon ou orthodoxe dans le cas russe? Eh ben, on va nous moderniser, mais selon notre manière. C'est-à-dire, on va voir qu'est-ce qu'on peut prendre dans le monde occidental européen comme technique, comme instrument, comme mode d'organisation, uniquement pour rattraper notre retard économique et technologique et pour mieux protéger ce qu'il y a de non moderne en nous. Comment rester orthodoxe, mais en étant à jour technologiquement et militairement. Pierre le Grand va même faire un voyage aux Pays-Bas, il va même aller se dissimuler en ouvrier naval dans un chantier naval aux Pays-Bas pour apprendre comment on fabrique des navires modernes. À l'époque, les Pays-Bas, c'était la grande puissance maritime du monde. Et pour revenir et construire la première flotte navale de la Russie. Puis il va moderniser l'appareil étatique en changeant même de nom. Ce n'est plus un tsar, c'est devenu un empereur, imperator, dans la version russe. Le Japon, pareil, avec l'ère Meiji. Donc, on ne veut pas devenir moderne, mais on n'a pas le choix, il faut moderniser formellement au niveau de l'appareil étatique, de l'armée moderne, etc. Et donc, pareil, on va chercher des compagnies américaines, allemandes, pour nous aider à moderniser l'armée, l'État, etc., mais pour mieux rester non moderne. En fait, c'est ça le paradoxe, c'est qu'on va chercher les instruments de la modernité pour rester non moderne. Et donc, c'est un rapport instrumental à la modernité. Ce n'est pas un rapport d'identité profonde. Là, c'est la modernisation active. La modernisation passive, c'est des pays qui n'ont rien demandé à personne, qui étaient dans leur temporalité, dans un monde intégralement traditionnel où le religieux expliquait le monde, etc., un peu comme le Maroc. Et puis, ils ont connu ce que j'appelle une forme de viol historique, de viol colonial. C'est la modernité qui est venue les chercher. Et donc, ils ont dû subir une modernisation face à laquelle ils n'avaient aucun arbitrage possible, aucun choix possible de dire ça je prends, ça je ne prends pas. Ils ont dû prendre, dans un schéma extrêmement violent, tout le paradigme moderne à travers le schéma colonial ou protectoral, ou etc. D'où le fait que quand le protectorat ou le colon est parti, en fait, on n'a pas gardé ces dimensions traditionnelles au cœur de notre système de pensée comme les Japonais ou les Russes. Donc, on ne pouvait pas continuer de l'avant de manière apaisée, mais en même temps, on n'a pas été totalement modernisé. On a été modernisé au niveau de l'épiderme, au niveau phénoménal et pas au niveau structurel profond. D'où le fait que l'on vit aujourd'hui, non pas en tant que moderne, mais en tant que modernisé à moitié. C'est-à-dire que notre logos, notre rapport au monde profond n'est pas du tout moderne. Prenez n'importe quel Marocain, même le prétendument le plus moderne du tout, grattez-le un peu et vous trouvez tout le logos et tout le système archaïque, c'est-à-dire prémoderne. Dans le rapport, par exemple, vous avez plein de gens qui défendent le fait de dépénaliser l'homosexualité, mais si demain son fils est homosexuel, là c'est le prémoderne qui va sortir immédiatement. Pareil, il y a de la liberté sexuelle, mais si sa femme le trompe, là c'est la fin du monde. Il va redevenir cet archaïque prémoderne, etc. Parce que la temporalité de l'imaginaire n'est pas celle des comportements quotidiens et des structures et des institutions. La temporalité de l'imaginaire, c'est en milliers d'années. Elle change sur des siècles, petit à petit, lentement. Par contre, au niveau de la conscience collective, du droit, de la forme de l'État, on peut réformer en quelques années, il n'y a pas de problème. Mais ça ne veut pas dire que vous changez les mentalités. D'où le fait que toutes les réformes entamées au Maroc échouent systématiquement. Parce qu'elles se confrontent et se heurtent à une mentalité qui n'est pas adéquate à ces réformes. On veut libéraliser un secteur, on fait tout pour le libéraliser, libre-échange, marché, etc. Vous faites un tour, vous revenez, vous trouvez qu'il a été rapidement transformé en système de rente familiale, clanique, avec des liens et des alliances, etc.
Parce que c'est intégralement saboté par un logos qui résiste à la modernité, mais qui fait semblant d'adhérer. Il dit oui, c'est génial, la démocratisation, la modernité, on a même des partis qui s'appellent authenticité, modernité. C'est génial la modernité. Mais en réalité, c'est juste un paravent, une forme de masque qu'on met devant le monde occidental qui est hégémonique. Bon, voilà, pour ne pas être tapé par ce monde-là, mais on reste au fond des archaïques, mais des archaïques désorganisés. Pas comme le Japon, pas comme la Russie, pas comme un certain nombre de pays qui ont mené une modernisation active. Et donc, parler de postmodernité, pour moi, c'est hors de propos. On n'est même pas moderne pour parler de postmodernité. On est encore en modernisation institutionnelle, éducative, etc., mais dans le fond, on ne sera jamais moderne, car notre imaginaire est fondamentalement inadéquat et incompatible avec la dynamique de la modernité. Parce qu'il faut comprendre que la modernité, c'est pas un projet, c'est pas un package. Une fois on l'a installé, c'est bon, on est moderne. Parce qu'une fois vous l'aurez installé, la modernité est déjà allée plus loin. Et vous dira, ah, vous croyez que vous êtes moderne? Non, 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 mais moi, j'ai encore d'autres ruptures, donc vous devez toujours courir derrière. Donc jamais on sera moderne, n'est moderne que celui qui porte la dernière rupture. C'est qu'on ne pourra jamais être pour des raisons anthropologiques extrêmement profondes. Quant à la postmodernité, c'est tout un univers, je veux dire, qui nous est même inintelligible. On peut même pas le comprendre. On peut le formaliser théoriquement, mais il n'y a qu'un postmoderne pour comprendre la postmodernité. L'humour postmoderne, on ne peut pas le comprendre. Quand vous voyez Kill Bill, un Marocain, peu importe cultivé, pas cultivé, qui regarde Kill Bill, il va voir un film d'action avec beaucoup de sang, totalement absurde, etc. Mais c'est bourré d'humour postmoderne, avec un jeu très subtil autour de l'absurde, autour etc. Pareil pour, comment il s'appelle le film avec Keanu Reeves, il y a eu 3-4 opus, pas Matrix, mais le dernier. Où il est un tueur à gages, etc. Repenti, mais qui va redevenir tueur à gages. J'ai oublié. Bon, ben, il est passé au cinéma dernièrement, etc. Bon, pareil, vous voyez le film, c'est totalement absurde, vous ne comprenez pas en quoi c'est drôle, mais c'est drôle pour un postmoderne. On ne peut pas le comprendre, c'est inintelligible. C'est comme si je demandais à un homme de la préhistoire, je sais pas, de comprendre quelque chose qui relève de notre époque, qui est totalement anachronique. Donc, en fait, on vit dans un monde synchronique, c'est-à-dire nous, les modernes, les postmodernes, nous vivons à la même année cosmique, mais en termes de rapport au monde, nous sommes à des époques totalement différentes. Même si on s'habille de la même manière, même si on a le même smartphone, même si on a... Mais notre rapport au smartphone, nous, Marocains, ou à l'ordinateur, est un rapport antique ou médiéval. Vous connaissez beaucoup de Marocains qui, avant de démarrer la voiture, disent Bismillah. C'est bien. En tant que croyant, c'est bien. Mais c'est-à-dire qu'il a un rapport religieux au moteur de la voiture. C'est-à-dire mais avant d'allumer l'ordinateur. C'est presque pavlovien. C'est presque pavlovien le bismillah. Pas uniquement, il y a également une dimension de superstition, etc. Le fait de mettre un petit Coran de 4 cm² totalement illisible dans la boîte à gants. Là, c'est un rapport fétichiste. C'est un rapport qu'on touche chez des chamans, avec les gris-gris, avec etc. Mais oui, il peut avoir un doctorat et le faire. D'accord? Quand il achète une maison, il met sur le Baqara, d'accord, pour chasser les mauvais esprits. Donc, on achète des maisons high-tech, etc. Mais notre rapport, c'est pas pour dénigrer, c'est dire que c'est différent. Moi, je ne juge pas, je ne porte aucun jugement de valeur, ni par rapport à là, ni par rapport à là. Mais je dis que on est dans un monde qui est le produit de la modernité occidentale, celui de la technologie, des institutions étatiques, de l'État centralisé, etc. Mais notre rapport à cet héritage ou à cette production de la modernité n'est pas un rapport moderne. Quelque part, j'ai envie de dire heureusement. Heureusement parce qu'on a préservé un tout petit peu. Je suis pas en train d'idéaliser les sociétés non modernes. On est également bourré d'hypocrisie, de fétichisme, de bigoterie, etc. Mais quand même, il y a encore la dignité du mort quand quelqu'un meurt. Il y a encore la dignité de la personne âgée. D'accord? Pourquoi? Parce que dans le paradigme moderne, le nouveau est fondamentalement meilleur que l'ancien. Ça, c'est une règle, c'est le credo. Donc la personne âgée, elle est dépassée. Et d'ailleurs, elle devient plus conservatrice avec l'âge, elle a de plus grandes difficultés à apprendre, et donc son rapport à la technologie est un rapport qui est minimal. Par contre, le jeune, il est plus proche de l'esprit moderne. Il est dans les nouvelles technologies, il est dans etc. Et donc, de ce point de vue, le vieux, en fait, il vaudrait mieux qu'il meure, quelque part. C'est ça le paradigme moderne. Du fait que même Attali avait proposé d'euthanasier toutes les personnes à partir, je crois, de 70 ans, en s'oubliant lui-même. À l'époque, il n'avait pas cet âge-là. En fait, du point de vue du PIB, les vieux nous coûtent cher, voilà, c'est la retraite. D'ailleurs, là, on parle de retraite en France.
Alors voilà, ils n'ont qu'à mourir, me laisser tranquille. La modernité, c'est la jeunesse. Et eux, ils sont dans le monde moderne. Par contre, chez nous, même dans le monde russe, chinois, etc., c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que la personne âgée, au contraire, est plus respectée que la personne jeune parce que c'est une personne qui a un vécu, qui a une sagesse, qui a des choses à nous dire, des choses à nous apprendre, qui est un peu le gardien d'un ancien rapport au monde, qui est imprégné de spiritualité, qui est imprégné de sagesse, qui est imprégné de subtilité par rapport aux événements de la vie, aux problèmes de la vie, etc., ce que le jeune ne connaît pas. Le jeune est porté par un idéal de rupture révolutionnaire, etc., mais il n'a rien à m'apprendre. Il peut m'apprendre comment utiliser smartphone, comment télécharger telle application. Et par rapport à mon rapport philosophique ou métaphysique à la vie, je préfère parler à quelqu'un qui a 78 ans, qui a eu un vécu, qui a vécu des traumatismes, des choses magnifiques, des expériences, et donc qui peut me transmettre quelque chose, qui a préservé quelque chose. Donc, à tous les niveaux, on est dans des ruptures qui ne peuvent s'arrêter. Alors, c'est quoi le terminus? Parce que même la postmodernité, enfin, la phase autophagique de la modernité va finir par tout dévorer. C'est le nihilisme dont parlait Nietzsche. C'est-à-dire d'aller vers un schéma où on a tellement tout déconstruit que plus rien n'a de sens. Et en général, moi, j'adhère à la logique cyclique. Il faudra refonder un nouveau monde, une nouvelle stabilité, un nouveau rapport spirituel et métaphysique au monde. Et donc, peut-être qu'on est effectivement, comme le disent les hindouistes, dans le Kali Yuga, et que le Kali Yuga est le plus court des âges, tout s'accélère. Dans le Kali Yuga, le niveau de spiritualité tend vers zéro, le monde se solidifie, comme dit René Guénon, c'est-à-dire que c'est le règne de la quantité, contrairement au règne de la qualité dans le monde spirituel et traditionnel, et que quelque part, peut-être que ça va donner lieu à une nouvelle page de l'histoire humaine, avec un nouvel élan civilisationnel qui va venir mettre fin à ce nihilisme. Donc voilà, je vais abréger là pour après développer par rapport aux questions. Alors, merci, Monsieur Chassis. C'était fort en information, fort en analyse, comme d'habitude. Je pense que je vais donner la parole à ceux qui veulent poser des questions. J'ai moi-même des questions à poser. Si personne ne lève la main tout de suite, je vais poser ma question en premier. Monsieur Chachis, est-ce que vous pensez que ces sociétés archaïques, pas archaïques, mais qui ont un fond archaïque et une trame historique similaire, eh bien, peuvent représenter un tout homogène géopolitiquement, c'est-à-dire un Occident moderne qui est dans cette phase autophagique de la modernité face à tous ces pays qui sont encore ancrés dans des traditions et de l'archaïsme. Est-ce que ça peut avoir un impact géopolitique au niveau si ce n'est que des inconscients collectifs, je pense à Carl Jung. Si vous pouvez dire deux mots sur l'inconscient collectif, voilà, merci. Alors, il y a différentes questions dans la question. Par rapport au bloc géopolitique, c'est déjà en train de se faire. D'ailleurs, le conflit ukrainien a été un grand révélateur, c'est-à-dire ça est un grand accélérateur de l'histoire, dans le sens où la multipolarité commençait à être pressentie déjà depuis quelque temps, c'est-à-dire depuis 2008-2009. On commençait à voir avec les BRICS, l'émergence du Brésil, de l'Inde, de la Chine qui se rapprochait du PIB américain, la Russie qui revenait sur la scène mondiale, notamment avec la guerre en Géorgie, où il commence à défendre ses intérêts vitaux dans ce qu'elle appelle son étranger proche. Donc on commençait à voir les dessins, les premières formes du multipolarité. Mais le problème de ce bloc non occidental, c'est qu'il n'avait pas de liant, c'est-à-dire au sens de lien, n'avait pas de substance idéologique. La Chine est un capitalisme d'État, voilà, c'est effectivement un marché, etc., mais administré par l'État à différents degrés, en autorisant une certaine marge de manœuvre aux milliardaires et à la propriété privée. La Russie était plutôt un système capitalistique oligarchique, où effectivement on a eu des oligarques qui ont émergé avec l'effondrement de l'Union soviétique et se sont accaparés l'appareil productif et l'appareil politique avant l'émergence de Poutine, qui a un peu rééquilibré les choses.
Et puis, on a l'Inde, pareil. Donc, chaque pays avait sa trajectoire politique et idéologique. Il n'y avait pas de fond commun comme à l'époque de la guerre froide, qui pouvait servir de marqueur idéologique entre deux blocs. Par contre, le monde occidental a un fond idéologique. D'accord? Déjà porté par la dynamique de la modernité, mais incarné à travers un certain libéralisme. En tout cas, dans le discours. Dans le discours, le monde occidental est intégralement libéral. Vous partez du Canada et des États-Unis jusqu'au Japon et à l'Australie, en passant par l'Europe, tout le monde se dit pour le libre marché, pour la démocratie représentative, pour l'état de droit et la séparation des pouvoirs, etc. Donc, il y a une homogénéité idéologique qui fait la force du monde occidental, sans parler du poids économique, technologique, etc. Par contre, dans le bloc alternatif, il y a de la puissance potentielle, économique, militaire, technologique, mais il n'y a pas de fond idéologique commun. Ce qui faisait que c'était assez disparate, assez fragmenté. Et que même les rapprochements étaient des rapprochements très pragmatiques. Donc, ce qui prédominait, c'était le réalisme dans le rapport entre ces pays-là. Quand ils avaient un intérêt commun, ils faisaient bloc. Quand il y avait divergence, ils ne se tapaient pas dessus non plus, mais ils n'étaient pas fédérés. Ce qu'on a vu avec le conflit ukrainien, c'est un peu l'aboutissement d'une dynamique qui a commencé depuis quelques années, notamment en Russie, avec la promotion d'un certain discours de restauration d'une tradition perdue et à connotation conservatrice, c'est-à-dire le retour du discours autour de la famille, autour de l'orthodoxie, de la religion, même au sein de l'appareil étatique, le fait de mettre en avant un certain nombre de valeurs comme étant structurantes autant politiquement qu'économiquement à tous les niveaux, qui séduisaient un certain nombre de pays, comme l'Arabie Saoudite, comme l'Iran, le monde arabe globalement en général, qui voyait cela d'un bon œil parce que tout le monde en a un peu assez de l'ingérence occidentale qui donne des leçons à tout le monde sur tous les aspects, qui prétend un universalisme. D'ailleurs, on parlait de la modernité prétend être universelle. Parce qu'au fait, pour la modernité, le monde est divisé en deux. Il y a nous, les modernes, et il y a ceux qui ont une modernité inachevée. Enfin, c'est juste une question de temps. En fait, ils ont un temps de retard, ils vont finir par nous rattraper. Mais notre vision du monde est universelle. Les droits de l'homme, c'est le droit de tous les hommes. Aucun autre pays ou sphère culturelle n'a le droit de penser l'homme différemment. Par contre, des pays comme la Chine, le monde arabe, disent nous aussi, on respecte les droits de l'homme. Mais l'homme tel qu'on le conçoit, nous, de par notre civilisation. Et les droits tels qu'on les pense, nous. Et que ce que vous croyez être universel relève d'un ethnocentrisme. C'est votre manière occidentale de voir le monde et qui, par un ethnocentrisme non assumé, prétend être universel et se plaquer et remplacer nos visions du monde, qui d'ailleurs sont beaucoup plus anciennes que l'occidental, comme dans le cas de la Chine, de l'Inde, de l'Iran, etc. Donc ça a commencé à séduire un certain nombre de pays. Et plus les rivalités entre la Russie et le monde occidental devenaient frontales, ça bien avant le conflit ukrainien, plus les deux se radicalisaient. C'est-à-dire la Russie accélérait les réformes juridiques, etc., dans une direction conservatrice. On l'a vu avec l'amendement de la Constitution, où le mariage a été inscrit dans la Constitution comme étant entre un homme et une femme, par rapport au Pussy Riot, etc. Et de l'autre côté, on avait de plus en plus de financements qui venaient de fondations américaines comme l'Open Society et d'autres, pour faire un travail de sape en Russie à travers le financement de mouvements comme les Pussy Riot, etc., pour liquéfier la société russe de l'intérieur. Donc on a une dialectique qui a polarisé, non pas autour de l'idéologie comme on l'a connue au XXe siècle, mais autour d'une modernité qui devenait de plus en plus épurée, c'est-à-dire de plus en plus elle-même, c'est-à-dire radicale, sans compromis, une prétention radicalement universelle, et de l'autre côté, à une forme de volonté de revenir à la pré-modernité, mais tout en gardant la technologie et les instruments hérités de la modernité. Même la Chine qui au moment est dans la doctrine officielle est le communisme maoïste, avec l'athéisme, etc., et a commencé à devenir de plus en plus souple avec son héritage historique, notamment avec le taoïsme, avec le bouddhisme. On a commencé à réautoriser des temples, à réouvrir, etc. Et même le rapport à l'État est devenu un rapport religieux, ce qu'on appelle la bureaucratie céleste, quand on parle du pouvoir chinois, et que quelque part, le président chinois incarne la volonté du ciel, c'est-à-dire du divin. Alors, personne ne le dit comme ça, mais tout le monde le vit comme ça. C'est juste une manière moderne de traduire l'État impérial chinois. Donc, on est toujours dans une perspective impériale, et le président est vu comme étant l'empereur de Chine, et la Chine est l'empire du milieu. On parle même de la route de la soie. D'ailleurs, c'est pas inintéressant de voir que la Chine est en train de récupérer son héritage pour en faire une force dans le rapport de force avec l'Occident. Et donc, petit à petit, le conservatisme, alors,
là encore, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail. Qu'est-ce que veut dire conservatisme et quelle est la différence entre conservatisme et la dimension réactionnaire? Pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Et conservateur, c'est pas péjoratif. C'est un rapport au monde qui peut être mauvais comme il peut être bon, un peu comme le libéral, comme n'importe quelle doctrine. Et donc, la guerre en Ukraine, eh ben, quelque part, a obligé le monde à trancher. Et donc, quand dans les médias occidentaux, on dit que la Russie est isolée, j'ai envie de rire, puisque 75% de la planète, en termes de population, n'obéit pas aux sanctions et continue de traiter, de commercer avec la Russie, l'Inde, la Chine, le monde arabe, l'Iran. L'Amérique latine, aucun de ces pays, à part la Colombie peut-être, aucun de ces pays n'a adhéré aux sanctions américaines. La Chine a même quasiment soutenu en disant que c'est à cause de l'expansion de l'OTAN que la Russie a été amenée à mener une guerre défensive. Et donc là, on est en train de voir un bloc se constituer autour d'un rapport restaurateur, pour ne pas dire conservateur, au monde, c'est-à-dire de relégitimer une tradition prémoderne comme ayant encore quelque chose à dire, comme étant encore porteuse de sens, comme étant encore porteuse de dignité pour l'humain, contrairement au délire et aux dérives de la modernité occidentale, qui au contraire est en train de déshumaniser l'humain. Donc là, effectivement, on a un bloc géopolitique qui est en train de se construire autour de l'héritage prémoderne de ces pays-là. Par rapport à l'inconscient collectif chez Jung, il faudra 1 heure. Ah, ok, d'accord. Donc, j'en parlerai la prochaine fois. Oui, pour des pays comme le Maroc, est-ce qu'il vaut mieux rester dans une position d'équilibriste entre l'Occident et ce monde qui revient à ses traditions, la Russie et tout ça, ou est-ce que vous pensez qu'il va falloir inéluctablement à un moment choisir son camp? Parce que la question se pose. Le Maroc joue un jeu d'équilibriste qui est très compliqué en ce moment. Est-ce que vous pensez qu'au bout d'un moment, il va falloir clairement se poser dans l'échiquier? Non, je pense que c'est encore trop tôt pour le Maroc pour trancher en faveur de l'un ou de l'autre camp. Mais je pense que le Maroc ne joue pas à l'équilibriste. Je pense qu'il joue un jeu beaucoup plus subtil que cela, dans le sens où il joue sur 2 temporalités différentes. C'est-à-dire, sur le court terme, le Maroc a pleinement conscience que le monde occidental, dirigé par l'anglosphère, par l'axe anglo-américain, est hégémonique. C'est-à-dire, il est en déclin. Les États-Unis sont en déclin. Mais c'est un déclin qui est encore relatif, qui n'est pas encore pleinement manifesté. Mais il demeure encore hégémonique. Donc, une hégémonie relative, pas totale, mais une hégémonie quand même. Donc, on ne peut pas ignorer cette donnée-là. Donc, le Maroc est obligé de se rapprocher du bloc occidental, les accords d'Abraham, avec l'accord de libre-échange avec l'Union européenne, avec les États-Unis, etc. Ça, c'est le réel qu'il dicte. Ça, c'est la temporalité de court et de moyen terme. Par contre, sur le long terme, le pari est fait au niveau de l'État marocain, c'est une forme de pari pascalien. C'est-à-dire, je ne sais pas si Dieu existe ou pas, mais je vais faire comme s'il existe, ça ne me coûte rien, mais s'il existe, je gagne tout. Le pari est fait que, voilà, l'alternative au mode occidental est peut-être inéluctable. Peut-être qu'elle prendra plus de temps qu'on ne le croit ou qu'on ne le souhaite, mais elle va arriver d'une manière ou d'une autre. Aucun empire n'est éternel. Mais il faut qu'on se situe dès maintenant pour avoir une bonne place dans ce nouveau monde et ne pas être vu comme étant l'ancien allié uniquement du monde occidental. Le fait que Sa Majesté le Roi, déjà en 2017, a signé un partenariat stratégique très poussé avec la Russie lors de sa visite à Moscou, avec la Chine, avec l'Inde. Je rappelle que le Maroc a adhéré à la version maritime de la route de la soie. Je ne pense pas que ça ait beaucoup plu à Washington, mais le Maroc l'a fait quand même. Le Maroc ne s'est pas aligné sur les sanctions contre la Russie. Et j'imagine même pas les pressions que doit subir le Maroc du côté de Washington, de Londres et de Bruxelles pour s'aligner, mais il ne le fait pas. Mais là, il mise sur le long terme, en disant, dans 20, 30 ans à la Russie ou à la Chine, souvenez-vous, à l'époque, on vous a pas condamné. À l'époque, on n'a pas rejoint le côté occidental. Donc, c'est intelligent de jouer sur 2 temporalités différentes, sur le court, le moyen terme, et sur le long et le très long terme, en évitant de mettre tous les œufs dans le même panier. Bon, après, il y a également la position géographique qui le dicte. Je rappelle qu'on est en face de l'Occident. Je veux dire, entre nous et l'Occident, il y a quelques kilomètres, que l'Espagne, le Portugal, etc. Et de l'autre côté, il y a l'Atlantique, il y a l'hégémone, il y a les États-Unis. Donc, on n'a pas peut-être les mêmes marges de manœuvre qu'un pays comme l'Iran, qui est au cœur de l'Eurasie. Globalement, voilà, peut être adossé à la Chine, à la Russie, qui sont pas très loin, qui sont proches. Donc, on n'a pas le luxe d'être éloigné du monde occidental. Et donc, la proximité ou non par rapport au monde occidental détermine la marge de manœuvre en termes de politique extérieure. D'ailleurs, il y a un pays qui est capable d'en témoigner, c'est le Venezuela. J'ai pas envie d'être vénézuélien aujourd'hui.
On voyait ce qu'ils payent comme prix pour prétendre à une souveraineté. Appauvrissement généralisé, comment on appelle ça, un embargo à tous les niveaux, un effondrement de l'État social. C'est-à-dire, tous les acquis de la période Chavez ont été totalement liquidés, tout simplement parce que ils ont voulu prétendre à une souveraineté, alors que quand on est proche des États-Unis, il faut être un peu plus malin et faire comme la Colombie et s'aligner sur l'étoile polaire tant que l'étoile polaire demeure Washington, tout en préservant une souveraineté en interne. C'est-à-dire, d'accord, j'abandonne ma prétention à une politique extérieure souveraine, parce que j'ai pas le choix, mais en contrepartie, j'exige d'avoir une politique souveraine en interne. C'est un peu le choix de la Colombie, qui d'ailleurs se porte plutôt bien, contrairement au Venezuela. Merci, c'était très clair. Je pense que Yacine a une autre question à poser. Yacine, Oui, vas-y. bonsoir Monsieur Hachachi, merci beaucoup pour Voilà. pour ce que vous avez dit. J'ai trouvé ça très pertinent, même dans la façon dont vous avez amené le discours pour parler de la modernité en relatant un peu les périodes passées. Vous avez parlé un peu de la Renaissance et vous avez mis en contexte comme quoi c'est un cheminement qui passe d'époque par époque et qu'il faut pas oublier qu'il y a une temporalité qui va freiner cette espèce de sentiment anxieux qu'on a l'impression que que l'autophagie de de la modernité est le nouveau paradigme et qu'il sera là pour rester. Et du coup, ma question, elle porte un peu sur est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive après la modernité? Vous avez dit que que ce qui est postmoderne et pour vous n'est pas un mot, mais est-ce que dans ce cheminement, est-ce que vous pensez qu'il y a une prochaine étape et euh, qu'est-ce que les différents peuples vont faire de ce sentiment un peu où il n'y a plus de normes, etc. Et du coup, ça, c'est la première partie de ma question. Et la deuxième, elle portait un peu plus sur, vous avez dit qu'on peut importer les outils de la modernisation sans importer la modernité parce que c'est un problème de l'Occident et que le Maroc et d'autres pays ont une espèce de culture qui va rester. Mais ma question, c'était aussi par rapport à ces outils de la modernité. Est-ce qu'on n'en a pas peur aujourd'hui dans un monde où on utilise des pictogrammes et on regarde des vidéos TikTok où l'attention des outils de la modernité joue sur un peu les émotions des individus jusqu'au moment où on est arrivé à des individus qui n'arrivent plus à se concentrer, où il y a les mœurs, enfin les mœurs à la veille du chat GPT qui va commencer à pouvoir les grandes les technologies qui arrivent là et qui vont les mœurs, par exemple, liées à un travail d'acharnement qui ne vont plus être là. Bon, je m'éparpille un peu, mais ces outils de la modernité qui comprennent un peu le système, enfin le fonctionnement de l'humain qui est mis en avant dans dans un système moderne et qui va le mettre dans euh, enfin, qui va mettre cet être humain dans une position où il ne sait pas comment réagir à cette société moderne. Merci. Alors, Si c'est avec clair. plaisir, très intéressant. Alors, il y a deux grandes questions. La première, c'est la prémodernité. Personne ne peut l'imaginer. C'est l'inconnu, c'est-à-dire on va vers l'inconnu, mais on peut essayer de faire de la prospective en disant que, vous savez, quand je suis de bonne humeur, je dis que la modernité, peut-être qu'au final, c'est pas une si mauvaise chose. Et je vais dire pourquoi. Parce il y a quelqu'un, Davila, qui avait dit que la modernité ne sera pas châtiée. Elle est le châtiment. Parce que quelque part, beaucoup de gens, beaucoup de conservateurs ont tendance à, à fantasmer le passé en disant que avant la modernité, c'était génial, la spiritualité prédominait, etc. Ce qui est en grande partie faux. Je veux dire, l'homme était une crapule à l'époque autant qu'il l'est aujourd'hui. C'est juste qu'aujourd'hui qu'il a plus de moyens pour exprimer ce côté noir qu'il a en lui. Mais il y avait quand même un certain nombre de croyances, mais également de corps constitués, qu'on appelle le clergé, qui prenait différentes formes d'une culture à une autre, qui avaient pour mission de maintenir un certain degré de moralité minimale.
par les différents prêches, la mosquée, l'église, les temples, etc., par toute une iconographie qui était présente dans les temples, les lieux d'adoration, mais également dans le milieu urbain pour rappeler le divin en permanence, pour ne pas oublier qu'on est sous le regard de Dieu. C'est tout le propre des icônes chrétiennes, autant orthodoxes que catholiques, les protestants, c'est un autre schéma. Mais même en islam, on a un ensemble d'éléments, les minarets, et même à l'intérieur de la mosquée, il y a les versets qui sont calligraphiés pour rappeler la présence du divin en permanence. Et les 5 prières, c'est pour avoir 5 moments durant la journée pour faire le décap, c'est-à-dire se rappeler de l'omniscience et de l'omniprésence de Dieu, et qu'au fait, on est toujours sous la tutelle de Dieu et qu'on doit se comporter de manière morale. Donc, ce degré minimal de moralité, et ce qu'il y a de bien dans la société prémoderne. Mais ça ne veut pas dire que tous les gens étaient moraux. Effectivement, il y avait des guerres, il y avait des viols, il y avait des tortures, il y avait un certain nombre de choses qui étaient tout à fait condamnables, et que les héritages spirituels premiers, qu'ils soient chrétiens, musulmans, juifs, bouddhistes, etc., étaient dotés d'une pureté au moment de leur apparition, mais très rapidement ont été dévoyés par une logique politique souvent impériale, qui a pris cet héritage spirituel qui au départ est révolutionnaire pour en faire une religion d'empire et d'État, qui est l'antithèse de la dimension révolutionnaire première. Quand on prend le Coran ou les évangiles, ce sont 2 textes révolutionnaires, dans le rapport au pouvoir, dans le rapport à l'injustice, dans le rapport aux inégalités, dans le rapport à l'arbitraire. Vous savez, Jésus, quand il va voir les pharisiens, c'est pas gentil. En fait, il parle à Wall Street. Il parle à des gens porteurs d'un système de déshumanisation totale des êtres par une logique d'usure, en enchaînant les gens par la logique de la dette, etc. Et ben, on est passé de cette figure christique et révolutionnaire un autre christianisme qui est celui de Constantin et qui va devenir celui de l'Empire romain d'Orient, puis de l'Empire romain, puis celui de l'Église catholique, etc., où on va évacuer la dimension révolutionnaire pour mettre en place uniquement une dimension de vœux de pauvreté, de chasteté, enfin intégralement rituel, mais dénué de toute charge spirituelle révolutionnaire. L'islam, c'est pareil. Et donc, quelque part, quand la modernité se met à envahir le monde non occidental, quelque part, elle opère une grande lessive, un grand nettoyage, non pas de l'islam ou du christianisme primitif, c'est-à-dire premier des origines, mais de ce qu'on présente comme étant l'islam ou le christianisme, mais qui est totalement dévoyé et qui mérite d'être déconstruit afin de permettre au premier message authentique et pur de pouvoir réémerger. Donc, de ce point de vue, la modernité, si je devais trouver un mythe pour la définir, je prends toujours le mythe du déluge. Simplifié, je vais expliquer à un enfant, vous dites qu'il y avait une humanité qui se comportait plutôt bien, qui Dieu a révélé un certain nombre d'enseignements, puis elle a totalement dégénéré, elle a commencé à faire n'importe quoi, et puis voilà, Dieu a décidé de redémarrer à zéro, voilà, par un déluge, en sauvant les justes et en faisant périr les injustes dans un déluge. La modernité est un déluge. Pas humain, pas au sens où il va tuer les hommes, mais au sens où il va noyer toutes les fausses croyances qui sont un peu l'héritage dévoyé de croyances authentiques et vraies, que sont celles de la dimension coranique ou christique, ou même dans le judaïsme par rapport à Moïse, etc., ou dans d'autres traditions bouddhistes, etc. Vous savez, Bouddha, c'est pas le bouddhisme. Les enseignements de Bouddha, c'est pas des temples où il y a des Bouddhas en or. Mais les Bouddhas en or, avec même des monarchies bouddhistes, etc., ça, c'est le dévoiement historique. Donc, quand on combat cela, on combat pas le bouddhisme, mais on combat le bouddhisme historique, politique, celui qui permet de légitimer une inégalité structurelle à travers une logique de caste, comme dans l'hindouisme, etc. Donc, de ce point de vue, il y a un déluge. C'est pas un déluge démographique, mais c'est un déluge sémantique. La modernité vient casser toutes ces idoles-là. Et peut-être elle a le rôle vous savez, dans le mythe de Babel, autant dans le Coran que dans l'Ancien Testament, enfin, la différence est fondamentale parce que dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui descend avec les anges pour disperser les peuples et voilà, pour casser ces tours qui devaient monter vers le divin et le défier. Dans l'islam, c'est le même narratif, mais Dieu, naturellement, il n'y a pas d'anthropomorphisme, il peut pas descendre, donc il envoie les anges. Donc c'est des anges, l'ange, on a toujours l'idée de l'ange, quelqu'un de sympa, de gentil, avec des ailes qui nous protège. Alors que dans les Écritures, l'ange est également un instrument de punition divine.
Il peut également être envoyé par Dieu pour punir, pour provoquer des catastrophes, pour détruire des peuples, etc. Donc peut-être que de ce point de vue, la modernité est une forme d'ange destructeur qui vient détruire toutes les fausses croyances pour nous permettre collectivement de redémarrer à nouveau, à zéro, en restaurant et en renouant avec les écritures premières et avec les traditions premières, afin de ne pas commettre les mêmes erreurs. Bon, là, c'est quand je suis optimiste. Quand je suis pessimiste, c'est autre chose. La modernité, il faut la combattre, etc. Alors, deuxième élément. Donc, après la modernité, c'est peut-être un retour d'une tradition, mais épurée de toutes les déviations historiques et politiques. Par rapport au danger que représentent les outils de la modernité, oui, même dans les sociétés non modernes comme les nôtres, c'est un danger. Effectivement, quelqu'un qui est addict à TikTok, qui utilise des émoticônes pour parler, etc., est l'objet d'un abrutissement structurel. Ça va pas être le futur prix Nobel. On est d'accord, et ça va structurer même son rapport au monde. D'ailleurs, le monde du livre a produit une temporalité de longue durée et une manière de structurer sa pensée. Le livre est linéaire. C'est-à-dire, il y a une introduction, une contextualisation, puis un développement, et puis une conclusion, une acmé, c'est-à-dire où se révèle toute l'histoire, le dénouement, qu'il s'agisse d'un roman, d'un essai, d'un traité, ce que vous voulez. C'est toujours ce qu'on appelle la rhétorique linéaire ou la rhétorique gréco-romaine. Donc, introduction, chapitre 1, 2, 3, 4, conclusion. Les thèses de doctorat, toute la recherche, même les livres d'Aristote, etc., c'est à peu près comme ça. Eh bien, et donc, le livre, au fait, nous impose non seulement une structure de la pensée, mais nous impose une temporalité. Un livre, vous ne pouvez pas le lire en une minute. Vous êtes obligé de le lire en 24 heures, en une semaine, en un mois. Ça dépend de la dureté, de la complexité, de la taille du livre. Et donc, il crée et il produit des individus qui ont en eux un certain rapport à la patience. C'est-à-dire qu'ils acceptent volontairement de lire tout le livre pour à la fin comprendre le dénouement, etc. Et donc, ça donne des gens qui ont une temporalité de longue durée, qui ont une pensée structurée, argumentative et démonstrative, et donc des gens capables de penser le monde, de produire des choses intéressantes. Dans TikTok, dans les capsules vidéo, les reels, les stories, etc., premièrement, on évacue la dimension de longue durée. On est dans l'instantanéité, on est dans la tyrannie de l'instant. N'est réel que ce qui est à l'instant là, maintenant, ce que je vois. Deuxièmement, il n'y a plus le narratif du livre, il n'y a plus la structure, la dimension intelligente, rationnelle du livre, mais on est dans l'émotion. D'ailleurs, qu'est-ce qui fait aujourd'hui le succès de chaînes comme Brut, Combini, etc. C'est que ce qui est mis en avant, ce n'est pas la rationalité, c'est l'émotion. On met une musique de fond, on met un peu de flou, ça dure 3 minutes au total, donc on n'a pas cette dimension réflexive, mais on est immergé dans l'émotion au détriment de la raison. Et donc, on est manipulable, de fait, parce que par le sentimental et par l'image d'un enfant jeté sur les côtes turques, par rapport au flux migratoire après la guerre en Syrie, on voit l'image d'un enfant, c'est bon, on est désarmé. Quand vous allez critiquer l'immigration massive, quand vous voyez une photo comme ça permet d'atrophier l'intellect, et ça permet d'empêcher le débat. Donc, le débat n'est plus possible dès le moment où l'on met en avant l'émotionnel, au détriment de vous pouvez discuter avec votre femme, mais dès que les larmes coulent, c'est fini, vous baissez les bras. C'est une arme redoutable, l'émotion. Même les hommes peuvent manipuler par l'émotion. Et donc, on est effectivement, aujourd'hui, même si on n'est pas moderne, on est victime de ces mécanismes de la modernité tardive. Il y a eu une modernité qui a produit le livre, qui a démocratisé le livre, qui est bénéfique. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est une modernité qui, au contraire, déconstruit tout cela pour restaurer le règne de l'image. Et si vous voulez comprendre la centralité de l'image dans la manière de penser, dans l'histoire et dans la structuration de notre imaginaire, je vous recommande la lecture de Régis Debray, Vie et mort de l'image. D'ailleurs, il a inventé même une discipline, la médiologie. Donc, Régis Debray. Donc, aujourd'hui, on est en train de revenir au règne de l'image, de l'instantanéité, de l'émotion, au détriment de l'abstraction de l'alphabet. Et d'ailleurs, il l'explique très bien, le monothéisme en tant que pensée complexe, c'est-à-dire non anthropomorphique, c'est-à-dire où Dieu ne peut pas être vu, ne peut pas être visualisé, n'a pu apparaître qu'avec la combinaison de deux éléments historiques. Premièrement, un peuple qui maîtrise un alphabet, c'est-à-dire qui a un rapport à l'abstrait, parce que les lettres, c'est abstrait, elles n'ont pas de sens en elles-mêmes. Donc, on peut construire du sens avec les lettres comme on veut. Donc, un rapport à l'abstrait et un mode de vie nomade. Pour des raisons très simples, c'est que quand on parle de païen, de paganisme, de
païen, ça vient de paysan. Pourquoi? Parce que dans le mouvement de christianisation de l'Europe, ceux qui ont le plus résisté à la christianisation, c'était les paysans. Tout simplement parce que le paysan est par définition conservateur. Parce que son mode de vie sédentaire fait qu'il est l'objet de la cyclicité des saisons. Donc l'éternel retour du même. Donc un agriculteur, son vœu le plus grand, son rêve, c'est que l'année prochaine soit comme cette année-là. Que chaque saison vient en son temps, que la pluie tombe là où elle doit tomber, que le gel ait lieu quand il y a le gel, que l'été ait lieu quand il y a l'été. Donc pour lui, l'éternel retour est son paradigme. Et donc il devient par définition conservateur et sa terre, il doit la léguer, donc c'est un héritage, un patrimoine, et ça donne un rapport au monde qui est différent de celui du nomade. Le nomade, ce n'est pas forcément les saisons qui vont dicter son rapport au monde, mais ça va être autre chose. Donc le païen, c'est le paysan qui a hérité des dieux qu'il adore de ses parents, arrière-grands-parents et arrière-arrière-grands-parents, et qui, par conservatisme, va refuser le christianisme. Par contre, le monothéisme est né où? Il est né au sein du nomadisme. Il est né chez les Hébreux, qui maîtrisent un alphabet, l'écriture, le livre, l'abstrait, et qui ont un mode de vie nomade. Et que la différence fondamentale, c'est que le païen, il peut ériger une statue pour adorer son Dieu. En pierre, en bois, elle peut être énorme, plus elle est grande, plus on aime ce Dieu-là. En fait, bon, il ne croyait pas que la statue était le Dieu, mais il croyait que la statue était le réceptacle qui permettait au Dieu de venir dans notre monde et de repartir. Mais il pouvait faire une statue et l'adorer. Le nomade ne peut pas se trimballer dans le désert avec une statue de 20 tonnes. Donc il a besoin d'un Dieu portatif, d'un Dieu qu'il peut emporter avec lui, peu importe où il va. Et donc d'un Dieu qui n'est pas matériel. Et comme il maîtrise l'alphabet, il a un rapport d'abstraction à l'idée du divin et pas un rapport matériel à l'idée du divin. Et d'ailleurs, autant le judaïsme que l'islam sont nés dans des milieux semi-nomades ou nomades. Donc, ce n'est pas inintéressant. Là, c'est pas ma lecture, c'est la lecture de Régis Debray, mais elle est très intéressante et très pertinente, effectivement. Et d'ailleurs, même chez les Mongols, en Asie centrale, il y avait un monothéisme. Seulement, ils ne parlaient pas de Dieu, ils parlaient du ciel, Tengri. Tengri, c'était la seule divinité adorée par les Mongols. D'où le fait que les Mongols sont très rapidement convertis à l'islam. Ils ont envahi le monde musulman, mais très rapidement, ils ont été absorbés par l'islam. En Inde, avec les Moghols, au niveau du sud de l'actuelle Russie, avec la Horde d'Or, donc ils sont quasiment tous devenus musulmans. Les Turcs viennent des steppes d'Asie centrale à l'origine. C'est des cousins de cette tribu turco-mongole. Ils ont pu adhérer à l'islam facilement parce que déjà leur religion avait un rapport à une divinité qui est le Père Céleste. Et c'était des nomades, pas des sédentaires. Donc on peut accidentellement avoir des ébauches de monothéisme nés dans un contexte sédentaire, comme chez les pharaons en Égypte avec Akhenaton. Mais voilà, ce qui va l'emporter, c'est la vision nomade dans le rapport au divin, c'est-à-dire un Dieu immatériel qu'on ne peut pas concevoir physiquement. Et d'ailleurs, dès que les sédentaires vont finalement adhérer au monothéisme, très rapidement, ils vont rematérialiser le Dieu. On va, sculpter des statues du Christ sur une croix, etc. On va construire des icônes. Très rapidement, le monothéisme va être paganisé. Et c'est valable même pour l'islam. Le culte des saints. Encore, le Maroc, il y a plein de adreha, comment on appelle ça? Aidez-moi. Dareh. De mausolées. On a plein de mausolées, de coupoles vertes, où des saints sont enterrés, où les gens vont pour la baraka, pour tomber enceinte, pour les femmes, etc. Donc c'est une forme de paganisme. C'est-à-dire que le sédentaire, il est structurellement païen dans son rapport au monde. Donc même quand il devient monothéiste, il convertit son monothéisme en paganisme, tout en disant verbalement, oui, il y a un Dieu, mais dans les faits, il se crée des dieux à travers les saints, à travers des sites sacrés, etc. Donc, oui, donc ce danger, on ne peut pas y échapper. Mais, comment dire, contrairement au cœur du monde occidental, même si on va être formaté par ces nouvelles technologies, quelque part au fond de nous, il y a une forme de sauvegarde, comme un disque dur externe, qui fait que très rapidement, on peut redevenir prémoderne. Si jamais le contexte le permet, si jamais l'hégémonie moderne venait à s'estomper ou à s'effondrer, on peut plus facilement, en tout cas que d'autres, redevenir non moderne, pleinement, à tous les niveaux, et réinventer un nouveau rapport au monde qui serait traditionnel.
Traditionnel, ça ne veut pas dire le passé. Là, c'est la distinction fondamentale entre l'adoration du passé et la défense de la tradition. Le passé, c'est le conservatisme, c'est l'adoration du passé. Le réactionnaire, par exemple, il adore le passé, il veut restaurer le passé. Il dit avant c'était génial et donc maintenant on doit devenir comme avant. Donc ça va donner le fondamentalisme musulman avec les wahhabites, les salafites, qui vont dire salafistes, qui vont dire on va s'habiller comme à l'époque du prophète, on va manger comme à l'époque du prophète. Donc ça devient caricatural. Toute restauration donne lieu à une caricature. À chaque fois que vous voulez restaurer un élément du passé, ça prend une forme caricaturale. C'est le fondamentalisme chrétien, d'accord, pareil. Donc ça devient caricatural. Par contre, le traditionnel, c'est pas quelqu'un qui adore le passé, mais c'est quelqu'un qui adore ce qui relève de l'éternel. Or, l'éternel se réinvente en permanence. C'est-à-dire qu'une valeur qui relève de l'éternité peut prendre à différentes époques différents modes d'expression, différentes formes d'expression. Elle est vivante, une valeur est vivante, et donc si elle est vivante, elle change de forme. Par contre, les réactionnaires voient les valeurs comme dans une morgue, comme des cadavres qui doivent plus se décomposer, donc il faut mettre dans des chambres froides et qui ne doivent plus bouger. Donc, en fait, les premiers ennemis de la tradition, ce ne sont même pas les modernes, ou peut-être ce sont autant les modernes que les réactionnaires. Les deux veulent tuer la dimension vivante et organique de la modernité, qui respecte le réel, mais qui cherche à établir un rapport au réel qui est structuré par un certain nombre de valeurs qui sont les garantes de notre humanité. Donc, on a encore ces potentiels-là, même les Occidentaux, il y en a qui subissent la modernité, qui ne sont pas d'accord avec la modernité, et qui cherchent effectivement à préserver l'héritage chrétien, gréco-romain, etc. Ils sont minoritaires peut-être, mais ils sont toujours là. Donc eux, ces gens-là, ces Occidentaux modernes malgré eux, mais qui aimeraient bien renouer avec un rapport spirituel au monde, sont un peu la sauvegarde du monde occidental. Ce que Julius Evola appelle les veilleurs de nuit. Vous savez, au Moyen-Âge, dans les villages et dans les petites villes, il y avait des gens, pendant que tout le monde dormait la nuit, il y avait des gens qui marchaient dans la rue juste pour vérifier qu'il n'y a pas un incendie qui est en train de couver quelque part. Parce que les gens éclairaient avec des bougies, une bougie pouvait tomber parce qu'il y a une souris qui est passée par là, et il y a un incendie. Donc, c'est des gens qui veillent sur les autres la nuit pour qu'il n'y ait pas d'incendie et pour préserver la vie des gens endormis. Donc, imaginez que les modernes aujourd'hui sont les endormis, et que ces minorités qui sont encore attachées à un rapport spirituel au monde sont les gens qui sont en train de préserver cette flamme de la spiritualité pour que les gens endormis, quand ils se réveilleront, ils soient toujours vivants et puissent retrouver leur vie normale. Merci, Siachachi. Vous nous avez déjà donné beaucoup de temps. Je vais juste voir si Rani a une question ou si éventuellement Florian a une remarque ou un désaccord, quoi que ce soit à dire. Allez-y. Du coup, moi j'ai deux questions. Enfin, je sais pas si vous m'entendez bien. Là, vous m'entendez bien? Oui, on entend bien. Très bien. En tout cas, tout d'abord, je vous remercie bien pour votre intervention qui était très claire, très pertinente. Et je ferai très bref. Ma première question, elle est un peu très large en fait par rapport au cours d'histoire, parce que là, en fait, vous avez parlé d'un paradigme, pas de la modernité en tant que paradigme, en tant que rapport au monde et de manière de le penser. Et est-ce que vous voyez pas en fait ce passage un peu comme quoi le cours d'histoire, c'est un peu un passage d'un paradigme à un autre, où en fait chaque paradigme rapporte ses problèmes et ses solutions, comme quoi finalement en fait le problème est ce qui est un peu structurel du cours d'histoire, et que finalement en fait peut-être le mouvement humain ça converge vers un horizon qui finalement je crois même inatteignable, parce que en fait entre ce qui est traditionnel, ce qui est moderne, post-moderne, après-moderne, parce qu'on peut mettre des noms dessus, finalement c'est ça qui fait finalement le sens même en fait du mouvement humain. Et puis ma deuxième question, ça concerne un peu l'art. Je ne sais pas comment vous le définissez et comment vous le voyez. Après, peut-être même votre réponse, ça va dépendre de ça. Mais est-ce que vous croyez qu'en fait, l'art, finalement, c'est une expression et c'est le miroir, en fait, des dynamiques du monde contemporain, ou au contraire, en fait, c'est l'espace un peu même peut-être unique dans lequel on crée une bulle, en fait, temporellement isolée, une bulle où on va, en fait, finalement, essayer de s'échapper, en fait, à toutes les... à la contrainte temporelle un peu... qui nous contraint, quoi. Voilà. Et je vous remercie encore une fois. Avec plaisir. Merci pour les deux questions. Alors, je vais commencer par la première. Alors oui, effectivement, toute l'histoire de l'humanité, c'est le passage d'un paradigme à un autre.
Et cette dynamique-là de passage d'un paradigme à l'autre est dictée par différents éléments, par un changement dans l'environnement d'un peuple donné, par la découverte de nouvelles techniques qui vont changer notre rapport au monde, comme la domestication du feu, la domestication des animaux. D'ailleurs, chez beaucoup d'anthropologues, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est intéressant, le passage d'un certain matriarcat au patriarcat a été dû au fait que les hommes, au moment où ils ont domestiqué les animaux, ont compris que le mâle a un rôle à jouer dans l'apparition de la progéniture. Et qu'avant, ils croyaient que la femme tombait enceinte comme une divinité, sans l'intervention de l'homme. Il n'y avait pas de lien établi entre le rapport sexuel et le fait que la femme tombe enceinte. Et donc, dans beaucoup de traditions, par exemple chez les aborigènes d'Australie, ils avaient la foi que quand une femme va se laver ou nager dans un fleuve donné, et ben, au fait, les esprits de ce fleuve pénétraient en elle et elle tombait enceinte. Et donc, il y avait une déification de la statue de la femme comme étant la divinité qui donne la vie. Et puis, en domestiquant les animaux, et ben, on a domestiqué même la sexualité des animaux. Et on a compris que quand une vache est isolée des taureaux, et ben, elle tombe pas enceinte. Et ben, quand on la met avec un taureau, il tombe enceinte. Ah ben, tiens, donc nous, c'est pareil. Et donc, la femme perd de sa magie. Et donc, c'est l'homme qui devient celui qui donne la vie à travers le sperme, etc. Et donc, il devient le divin, le démiurge, qui crée la vie. Donc, c'est un exemple pour dire comment on passe d'un paradigme à un autre. Et c'est tout à fait vrai ce que vous dites. Mais pourquoi la différence est très différente avec le cas de la modernité? C'est que tous les paradigmes qui ont procédé la modernité avaient globalement un dénominateur commun. C'est-à-dire, premièrement, une prééminence ou une supériorité du spirituel sur le matériel. Ça, c'est qu'il s'agisse des Grecs, des Romains, des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes, etc. Le spirituel est premier, le matériel est second. Deuxième dénominateur commun, la mort n'est pas la fin de tout. C'est au contraire le début de tout, le début de la vraie vie. Donc l'idée d'un rapport à une vie post-mortem, c'est le propre de toutes les traditions. Même dans l'animisme, le spiritisme, il y a cette idée que les esprits des anciens demeurent là, qu'on peut même les invoquer, leur demander conseil avant de partir à la chasse, etc. Les animaux ont des esprits, donc il y a un rapport à l'invisible, un invisible spirituel, toutes les traditions. Et donc, au fait, je ne sais même pas si on peut parler du passage d'un paradigme à un autre dans la tradition, mais on peut même parler d'une réinvention de la tradition qui se réinvente elle-même pour épouser les changements de l'environnement. Par contre, la modernité est réellement une rupture, c'est-à-dire qu'elle inverse totalement tous les paradigmes qui l'ont précédé. Non seulement elle dit que la spiritualité n'est pas première le spirituel n'est pas premier par rapport au matériel, mais le spirituel est un ensemble de contes pour enfants. Il n'existe pas. C'est des légendes. Il n'y a que le matériel. Donc là, c'est une négation de l'une des dimensions de notre réalité humaine. Par réalité humaine, j'entends pas par là que c'est vrai réellement. D'accord, c'est une question de foi. Mais que c'est vrai de notre point de vue. C'est-à-dire, ça agit sur nous, ça structure notre rapport au monde, etc. Donc, c'est une négation même de cet aspect-là. Toutes les traditions mettaient en avant qu'un individu n'existe qu'à travers des appartenances collectives. D'ailleurs, on ne parlait pas d'individu, parce qu'individu, ça veut dire quoi? Individuum, ça veut dire ce qu'on ne peut plus diviser. C'est-à-dire, on prend une tribu, on peut la diviser en clans, le clan, on peut le diviser en famille, la famille, on peut la diviser en individus. Individu, on ne peut pas le couper en deux. Donc, on va l'appeler individu. Donc, la version grecque, c'est atome, atomos, ce qu'on ne peut plus couper. Mais de quoi parlaient les Romains s'ils ne parlaient pas d'individus? Ils savaient bien qu'il y avait des gens séparés, d'accord? Ils parlaient de persona, de personnes. Pourquoi persona? Parce que la persona voulait dire le masque en latin. Les acteurs de théâtre portaient des masques afin d'incarner différents personnages, d'exprimer des émotions, etc. Donc pour eux, nous sommes publiquement des personas, c'est-à-dire des gens qui portent des masques. Mais réellement et fondamentalement, on n'existe qu'à travers des appartenances collectives, à travers la figure paternelle, maternelle, le clan, la famille, la religion, etc. Donc tout était organisé en communauté, même les métiers. Il y avait des corporations de métiers, on peut le trouver même en Chine. Donc, il n'y avait pas cette logique de concurrence entre des gens du même métier, mais au contraire, une logique de complémentarité, de solidarité. Donc là encore, c'est une rupture fondamentale avec tous les paradigmes qui l'ont précédé. Et les exemples sont multiples pour dire que je ne peux pas considérer que la modernité est juste un nouveau paradigme, mais au contraire, c'est la liquidation de tous les paradigmes qui l'ont précédé. Mais après, c'est un objet de débat. Par rapport à l'art, la question est très intéressante. Alors,
que l'art, ça implique différents sujets. Ça implique le sujet de l'esthétique, du beau, de l'irrationnel. Par où commencer? Alors déjà, l'art, de mon point de vue, est le propre de l'homme, c'est-à-dire le rapport au beau. Je ne parle pas de l'agréable. L'agréable, le chat, le chien, voilà, ils conçoivent l'agréable et le désagréable. De donner des croquettes ou du poulet, ils préfèrent le poulet parce que c'est plus agréable sensoriellement, etc. Le beau, c'est autre chose. Par exemple, le paysage. Un paysage, euh, une mouche, voilà, on va jamais voir une mouche contempler un paysage. Être devant le coucher du soleil et regarder coucher, ou un moustique, ou un chien, ou un chat. Par contre, un humain peut percevoir de la beauté là où un insecte ou un animal ne va voir que des stimuli. Par exemple, pour lui, le coucher du soleil, ça va éveiller en lui le fait que c'est bientôt la nuit et donc il doit aller chasser ou bien il doit rentrer rejoindre la meute ou autre chose, etc. Donc, c'est des stimuli pour les animaux. Pour nous, c'est de l'esthétique et du beau. Mais l'humain a une aspiration à l'éternité et donc il ressent le besoin de figer dans l'éternité une beauté qui est mouvante et éphémère, qui est celle de l'environnement. Et donc l'art est une manière profondément spirituelle, pour ne pas dire religieuse, de donner un caractère éternel au beau. Parce qu'une fois que j'ai produit l'œuvre d'art, elle est là. Je peux la contempler, qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour, qu'il y ait de la pluie, qu'il y ait du soleil. Contrairement au paysage, effectivement, il faut qu'il y ait sa temporalité, qui est mouvant, etc. Donc l'art est inhérent à la nature humaine. Et donc durant toutes les époques historiques, l'art a toujours été un peu ce qui va capter l'essence de l'époque. C'est-à-dire pas la forme de l'époque. Là, c'est le travail des historiens, des chroniqueurs qui écrivaient les chroniques des rois, etc. Mais il va capter ce qu'il y avait d'essentiel. La vérité de l'époque, il va la capter et il va l'éterniser à travers une œuvre. Donc, d'où le fait que quand vous voyez les peintres hollandais ou bien les peintres de la Renaissance, c'est pas uniquement une évolution dans les techniques de la peinture, mais c'est également l'expression de la vérité profonde et intrinsèque de chacune de ces époques-là. Donc, effectivement, un historien ne peut pas faire l'économie de ne pas étudier l'art. L'art a énormément de choses à dire sur la vérité d'une époque. Alors, l'art, dans un contexte moderne, quelle pourrait être sa vocation? La première, c'est de permettre à l'humain de continuer à entretenir un rapport non marchand, non rationnel du point de vue de la rationalité moderne, mais un rapport de magie au réel. Le poète ne cherche pas à convaincre. Le poète ne cherche pas à être rationnel. Ça ne veut pas dire qu'il veut être fou, mais ça veut dire qu'il cherche à parler à quelque chose d'autre qui se trouve en nous, à quelque chose qui ne relève pas de la rationalité calculatrice, moderne, etc. Mais il veut interpeller et invoquer et convoquer notre dimension la plus profonde, notre être le plus profond, notre être qui aspire à la totalité et qui aspire à l'éternité. D'où le fait que le poème n'est pas écrit comme un traité. Il est écrit dans une musicalité. D'où le fait qu'il y a des rimes. Parce que, premièrement, faut rappeler que la poésie est née avant l'écriture. Et qu'à l'époque, la poésie avait il y a une dimension utilitariste à la poésie, pas uniquement esthétique. C'est que quand on n'a pas d'alphabet et qu'on veut transmettre une information longue et importante, c'est difficile de l'apprendre par cœur quand elle est écrite, quand elle est dite comme un traité. Par contre, quand je la formalise avec une musicalité et avec des rimes, elle est plus facilement mémorisable. Et donc, elle peut être transmise d'une génération à une autre à travers le poème. D'où le fait que les textes religieux, même les prières égyptiennes à l'époque des pharaons, ou même le Coran, ou même les évangiles, etc., sont écrits dans un schéma de musicalité avec un jeu de rimes. Parce que c'est écrit dans une tradition orale et pas écrite. Même si c'est écrit. Mais la structure linguistique, elle est orale, elle est construite par symétrie, etc. Donc, le but de l'art est également de préserver quelque chose et de transmettre quelque chose, et donc il ne doit pas être de produit comme étant un traité linéaire, ennuyeux, etc. Donc, pour moi, l'art aujourd'hui est une survivance de quelque chose qui va survivre à la modernité, contre laquelle la modernité ne peut rien. Même si l'art contemporain est problématique. Parce que l'art contemporain a signé une autre mission à l'art. Il a dit que l'art a pour finalité, bon, ils ont gardé l'idée qu'il doit exprimer la vérité de l'époque, d'où le fait que l'art contemporain,
Je ne dirais pas qu'il est absurde, mais je dis qu'il fait l'économie de la beauté et qu'il met en avant le concept. Pour l'art contemporain, le concept est plus important que la forme. Alors que chez les anciens, la forme est autant importante que le concept. D'où le fait qu'on voyait la Primavera de Botticelli, il y a du beau et il y a du concept. Vous voyez, il y a une vérité qui est exprimée par l'auteur, etc. L'art contemporain, non, il peut prendre, je sais pas, un ballon gonflable, le faire en chien, voilà, et ça se vend des millions de dollars. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'exprime à travers ce type de production absurde? Eh ben, il exprime l'absurdité de l'époque. Et en fait, l'art contemporain demeure fidèle à l'art ancien. C'est qu'il exprime tout simplement le nihilisme contemporain. Et donc, il peut produire que des choses absurdes et nihilistes. Il y a même des délires. Des fois, il y a un artiste italien qui a vendu à un japonais une statue invisible. En fait, il n'y a rien. Il n'y a pas de statue. Il y a juste le support qui doit porter la statue. Et puis, il n'y a rien. Mais il dit non. Cette statue, elle est sculptée dans mon esprit. Et donc, elle est inimitable et on ne peut pas la copier, comme elle est dans mon esprit. Et donc, le japonais a acheté un droit de propriété sur une sculpture qui est sculptée dans l'esprit du sculpteur, qui n'existe pas matériellement. Donc, il a acheté du vide à 40 000 euros. Donc là, moi, je dis que cet artiste italien est génial. Il a exprimé à la perfection toute la bêtise et toute l'absurdité du système financier contemporain qui vend du vent. Enfin, V-E-N-D, V-E-N-T. Qui vend du vent, qui vend de l'abstrait, les achats à découvert, c'est-à-dire je vous vends maintenant ce que je vais acheter demain, etc. Donc c'est toute l'absurdité de l'époque qui est reflétée par l'art contemporain. Mais je suis allergique à l'art contemporain parce que je suis un nostalgique. D'accord, bon, c'est bon, on a compris. Quelque part, j'ai envie de leur dire, c'est bon, on a compris, l'époque est absurde. Ça a été subversif au début, quand vous l'avez dit la première fois à travers vos œuvres d'art. Mais au fur et à mesure que vous refaites la même chose, vous perdez votre côté subversif. Vous devenez banal. Par exemple, quelqu'un qui prend une figure du Christ et qui la met dans du pipi, je veux dire, c'est comme attaquer ma grand-mère, comme me mettre à frapper ma grand-mère ou tirer sur une ambulance. C'est bon, tes ancêtres modernes ont déjà liquidé l'Église catholique, ont déjà liquidé le chrétien. Là, ça devient juste vulgaire et obscène, irrespectueux. C'est même plus subversif. Par contre, il y a des champs de subversion, mais très peu d'artistes y vont. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a d'autres thématiques qui sont beaucoup plus dangereuses et c'est au danger de l'aventure que l'on mesure la dimension subversive. Une subversion qui ne vous met pas en prison et qui ne vous met pas en danger n'est pas une subversion. A-t-on jamais entendu parler en Occident d'un artiste occidental contemporain qui était emprisonné? Aucun. Ou qui a reçu une amende de 100 000 euros? Aucun. Elle est où la subversion? C'est fini. Il a été subversif au début. Donc maintenant, peut-être l'époque exige un nouveau type d'art, qui serait le dépassement de l'art contemporain, et on attend de voir. Mais en attendant, on peut toujours lire les poésies de Rimbaud, de Mu'allaqat Sab'a, on peut toujours revenir à l'héritage historique de nos différentes traditions pour retrouver du beau et de la magie et échapper effectivement, entrer dans une bulle où on se protège du nihilisme contemporain qui nous entoure. Merci pour merci. Très riche. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous. Donc voilà, merci infiniment, monsieur Hachachi. Alors Florian, qui a priori est français, il a filé à l'anglaise. Il a filé à l'anglaise. Il est revenu à la française. Ah ben voilà, je suis là. J'étais sur le point de devoir partir. Mais en effet, j'ai laissé mes questions à l'écrit. Je ne sais pas s'il y avait un temps imparti pour ce talk, si ça devait se terminer à... Ouais, c'est vrai que malheureusement, je dois partir parce que j'habite dans une ville, Nadia, il est déjà 20h. Mais vous pouvez prendre mon mail et m'envoyer des questions et après, on pourra correspondre à l'ancienne. Yes. Parfait. Merci beaucoup. Avec le transmettre à Florian. Donc, je voulais juste vous remercier infiniment, monsieur Hachachi, pour tout ce temps que vous nous avez donné, cette énergie intellectuelle. Je pense qu'on va passer le reste de la soirée à digérer ce déluge d'informations. Non, moi je vous propose l'arche pour vous sauver du déluge. D'accord. Je prétends pas être Noé, mais l'idée d'arche me séduit énormément. Mais au contraire, moi je vois ces 2 heures ou peut-être un peu plus qu'on a passé comme un moment non marchand. Un moment qu'on a volé à la logique marchande de l'époque de la modernité, un moment de partage, d'expérience. Et d'ailleurs, le mot tradition vient de tradere, qui veut dire le fait de transmettre. D'où le fait qu'on parle de trading, de trade, qui veut dire le commerce.
Donc, la tradition, c'est la transmission de la sagesse, du savoir, dans un schéma de gratuité, d'amour et d'empathie. Donc, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres et merci d'avoir été notre trader. Monsieur Hachi. Avec plaisir. Donc, on se dit à très prochainement pour une nouvelle Et vidéo. bon courage. On va vous suivre avec attention sur ODC TV. Merci. Et on va essayer d'accomplir notre mission à la Moroccan Campus Alliance. Mais déjà, grâce à vous, grâce au temps que vous nous avez donné, je pense qu'on a déjà fait un grand pas en avant Maintenant, c'est à votre tour également, à votre tour de transmettre autour de votre entourage, pas ce que j'ai dit, mais de transmettre ce que chacun de vous a comme connaissance. Faites circuler les idées, les connaissances, peu importe, c'est-à-dire les miennes, celles des autres ou les vôtres, transmettez et partagez. C'est ça, merci. Merci. À très bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup.